Bonjour, madame. Un renseignement? Oui, je suis Monsieur Bond. James Bond. Je voudrais voir le docteur Goodhane. Vous l'avez devant vous. Une femme? Vos facultés d'observation vous font honneur, Monsieur Bond. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Entourloupe dans l'Azimut. Entourloupe dans l'Azimut, c'est notre premier podcast avec mon cher ami Stéphane. Bonjour Stéphane. Hein Ah oui, ça y est, ça tourne. ça tourne. Bah, bien, bonjour Antoine, Ça va quel plaisir d'être là enfin, de se lancer dans cette aventure. Et alors, première question, Entourloupe dans l'Azimut, qu'est-ce que c'est quoi Stéphane? Entourloupe dans l'Azimut, je pense que c'est deux gars comme nous, un peu vieux jeu, on va pas se mentir, qui veulent voir du bien dans cette époque, mais qui sont malgré tout, avec leur côté un peu ronchon, souvent déçus. Et du coup, je pense que ici, chez Entourloupe, on croit dans la pérennité des choses. Et je pense qu'on va avoir un regard un peu arriéré, mais Le conservateur sympa quoi. Voilà, conservateur modéré, arriéré mais amusant et voire caustique. Ouais. Voilà. Et avec un peu de bagarre quand même et de la bagarre, dedans, mais de la tendresse. Oui, voilà. Alors voilà, ça voilà, c'est, bagarre, tendresse, cocktail, trompette. Et un peu de funeste quand même, un peu de son de doom, un peu de doom, on va y venir, mais un peu de, comment dire, il faut pas oublier que le monde est sombre, mais c'est ce qui permet de faire des choses merveilleuses avec. Et comment ça va se décliner? Alors on précise peut-être dès maintenant le sommaire, comment va se découper notre émission Je t'en prie. Bah, bien sûr, je pense que on va t'entendre un petit peu. Tu vas nous parler d'un concept qui t'est très propre, Antoine, qui est après le Doom, après l'entourloupe, le concept d'idole. Le concept d'idole, absolument. Tu vas nous parler à chaque fois qu'on se verra dans l'Azimut, tu vas nous parler d'un idole, à savoir d'un idole mensuel ou Exactement, c'est l'idole du mois. L'idole de ce mois-ci. Exactement. Tu vas nous parler bientôt. Exactement. Et du coup, après, ce sera avec ton concept. Ton concept, on va dire que c'est toi qui as trouvé le nom, mais tu me connais. Donc, ce sera le temps de la Minute Doom et je vous présenterai le concept quand ça arrivera ou Oui, tout à fait. Voilà, on fera ça à ce moment-là. Tranquillement. Et puis viendra quand même le sujet principal de cet épisode, le gros morceau, puisque aujourd'hui, ce mois-ci, nous allons parler de Moonraker, le magnifique James Bond le 11e spatial. James Bond, si je dis pas de bêtises. Et enfin voilà, on vous précisera tout ça tout à l'heure. James Bond un petit peu non pas dévoyé, mais un peu mésestimé quoi. Nous, on l'aime beaucoup ce James Bond et ça nous semble important. On va pas se mentir, et je pense que les gens qui nous connaissent, ça va les faire beaucoup sourire, mais c'est un peu notre chouchou quand même. C'est un peu ce qui nous allie, Antoine, toi et moi. Tu veux dire James Bond? Mais oui, c'est bien sûr. C'est alors déjà c'est l'idole. C'est l'idole. James Bond, c'est l'idole. James Bond, sans qu'on s'étale trop là-dessus, c'est quand même 25 films, 60 ans d'histoire de cinéma. C'est absolument fascinant sous une centaine d'aspects différents. C'est une des mascottes d'Entourloupe dans l'Azimut, hein, clairement. Enfin, genre s'il devait y avoir une sorte de panthéon de l'Entourloupe. Je pense qu'on y reviendra plus tard, mais le nom de notre podcast n'y est pas pour rien. On va pas se mentir, on va essayer de pas trop parler de James Bond à chaque émission. Non. Mais on va pas se mentir, il reviendra. Il reviendra. À la fin de chaque générique, il y a James Bond reviendra. Il va revenir, c'est sûr, quoi. Donc tout ça pour dire Moonraker ce mois-ci. Et nous allons conclure avec un jeu, alors là... Pas révolutionnaire, je pense, mais quel mérite
de laisser la place à la déconne quand même. Voilà, exactement. Voilà. Au calembour, au jeu de mots, à la rigolade. Au bon délire, quoi. Voilà. Non, mais ce qui est marrant, c'est que ce jeu-là, sans se connaître, on le faisait chacun de notre côté. Et je pense qu'il y a beaucoup de cinéphiles, mine de rien, qui le font. Je pense. Qui le pratiquent. Alors qu'il n'a jamais été... on va dire réglementé, hein, il n'y a pas, je crois pas, de fédération internationale. Mais je pense que ça va changer. Il peut se faire dans plein de milieux différents, que ce soit la musique également, l'art, la peinture, n'importe quoi. Exactement. Et là, pour ce mois-ci, il s'agira plutôt de cinéma. On embraye, voilà, ça c'était le sommaire. On embraye tout de suite sur la première rubrique, à savoir l'idole du mois. Quand même, des trompettes pour, pour cette rubrique, donc l'idole du mois. Alors dans un premier temps, comme on vous l'a annoncé, il faut peut-être, Stéphane, que je parle un peu du concept d'idole. Qu'en penses-tu ? Mais tu penses que c'est assez clair pour tout le monde, ou il faut quand même un peu décliner le non, truc ? Parce que moi je pense que tu devrais nous parler de ton idole du mois. Et je pense que les gens vont se faire une idée d'eux-mêmes. Et comme tu dis, c'est un concept qui est ouvert à plein d'interprétations. Plein d'interprétations. Qui sommes-nous pour dire qu'est-ce que l'idole, à vrai dire, quoi. Mais c'est tout à fait vrai. Mais tu as raison. C'est vrai que c'est mon avis. Tout à fait. Il ne faudrait pas enfermer l'idole dans une case trop étroite. Et ben écoute, l'idole du mois, j'ai cherché quand même, parce qu'il y a eu beaucoup d'idoles quand même sur ce début d'année. Là, on part du principe que donc on parle du mois de janvier de 2022. D'un point de vue artistique, il y a eu beaucoup de choses. J'ai longtemps hésité entre Guillermo del Toro, figure-toi, pour son magnifique Nightmare Alley. Idole parmi les idoles. Exactement. Et en fait, je me suis décidé à parler de Paolo Sorrentino. Parce que Paolo Sorrentino a sorti un film sur la plateforme Netflix en décembre 2021. Et comme l'actualité, c'est moyen mon fort, j'ai vu le film en début d'année, quoi, mais un petit peu après la vague médiatique. Et encore quelle idole, quoi. Et tu peux nous citer très rapidement qui est Paolo Sorrentino ? Alors Paolo Sorrentino, succinctement, c'est un réalisateur italien, napolitain plus précisément, qui a fait pas mal parler de lui il y a quelques années avec un film qui s'appelle La Grande Bellezza, qui était en compétition à Cannes, si je ne dis pas de bêtises, et qui a remporté l'Oscar du meilleur film étranger. On y reviendra. Et qui derrière, enfin, déjà avant avait déjà eu un petit succès d'estime, enfin avait fait des films comme Il Divo, qui était aussi en compétition à Cannes, il me semble. Mais La Grande Bellezza, ça a vraiment été le gros truc qui l'a révélé au grand public, on va dire. Mais c'est comme ça aussi que j'ai découvert son cinéma. On suivit d'autres films. Youth, je sais plus si tu as vu Youth. Oui, alors non. Mais tu vois très très bien Sorrentino, Michael Caine et Harvey Keitel, en partie. Et voilà, on peut aussi mentionner Madalina Guinea, mais on l'embrasse. Voilà. Mais voilà. Tout à fait. Il s'est fait connaître également pour une série télé. Alors moi que je n'ai pas vu, c'est dans ses derniers films, c'est vraiment dans ses dernières productions, on va dire, c'est ce que j'ai un peu loupé et que je vais rattraper, c'est The Young Pope. 2 saisons de Young Pope avec Jude Law et John Malkovich notamment. Un faux biopic sur Silvio Berlusconi, qui s'appelle Silvio et les autres, qui est sorti chez nous, qui était sorti en Italie en deux films, donc vraiment un truc assez costaud. Et là, ce qui est ce n'est pas ouvertement Silvio Berlusconi dans le film ? Si, quand même. Mais c'est tellement, enfin, l'univers, on y reviendra. C'est tellement fantasmé, oui. Ouais, exactement. Il y a l'univers de Paolo Sorrentino et ça me donne une bonne passerelle vers le nouveau film donc qui s'appelle La main de Dieu, È stato la mano di Dio, qui est donc sur Netflix. C'est en fait Sorrentino, c'est vraiment un mélange entre réalisme et par moments des fulgurances très abstraites, ce qui lui vaut, étant italien, de nombreuses comparaisons au cinéma de Fellini, notamment. Et il se cache pas du tout de ça. La Grande Bellezza, c'était une sorte de relecture de la Dolce Vita. Je pense que ça en fera
hurler beaucoup ceux qui n'aiment pas trop le style de Sorrentino, parce que c'est quand même un style particulier, ça faut se l'admettre. C'est vrai même ne serait-ce qu'en voyant les bandes annonces, tu te dis c'est pas possible, c'est le film le plus italien du monde, quoi. Moi, c'est vraiment c'est le truc qui me frappe à chaque fois que je vois des extraits de ces films, c'est les curseurs italiens poussés à 400%. Ouais. Non, mais c'est clair, et son dernier en date ne déroge pas à la règle. Mais il a quand même une particularité, si tu veux, c'est que déjà c'est un film Netflix, et comme tu le sais peut-être, pas mal de projets de Netflix, de grands auteurs comme ça, plutôt on va dire habitués au grand écran, généralement sont des pitchs, des projets qui n'ont pas pu faire avant et qui sortent un petit peu du cadre cinématographique classique, quoi, et qui proposent des choses assez personnelles. Et c'est comme le Roma de Cuarón. Exactement. Et c'est deux films qu'on peut vraiment rapprocher, puisque comme le Roma de Cuarón était aussi un film quand même à fort degré autobiographique, c'est exactement la même chose pour La Main de Dieu. C'est un film qui nous narre donc le parcours d'un jeune homme dans les années 80 à Naples, qui sait pas trop, c'est un jeune adulte, un adolescent on dirait, de 17-18 ans, quoi, qui hésite un peu sur son avenir, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Il sait juste qu'il aime bien deux choses, principalement, c'est le foot, à savoir le Napoli, quoi, et le cinéma, quoi. Et encore, le cinéma, comme il dit, il n'en voit pas beaucoup. Il a un film qui est Il était une fois en Amérique qu'il ponce en VHS, quoi. Et c'est à peu près tout. Et en fait, on se rend compte très rapidement, avec les quelques bribes que j'ai pu vous donner de Sorrentino, déjà réalisateur italien à Naples, tu comprends très vite que c'est sa biographie, quoi, en fait. Et c'est un film particulier, on retrouve, c'est vraiment du pur Sorrentino, du pur jus, en effet, dans cette espèce de réalisme poétique, on pourrait dire, quoi, quelque chose d'assez réaliste. On nous dépeint un Naples dans les années 80, on y est, quoi, on y croit à fond. Et en même temps, on a dans ce terreau assez réaliste des personnages complètement truculents, des délires de dialogue, des envolées lyriques, etc. Donc ça passe principalement par les personnages. Les parents de Sorrentino, notamment, qui sont interprétés, alors j'ai plus le nom de l'actrice, malheureusement, mais elle est formidable dans le film, et son mari qui est joué par Tony Servillo. L'acteur fétiche de Sorrentino, qui est un acteur immense, moi, vraiment, que j'ai découvert avec La Grande Bellezza, et qui est incroyable. Et on y croit à fond, c'est-à-dire qu'on voit une famille, on va dire, normale, ça, il y a pas de souci, on l'accepte, et puis d'un coup, il va y avoir des mimiques, des expressions, des jeux, un code entre eux qui fait dériver le film vers de l'abstrait, du poétique, et des choses très, très bizarres par moments. Dans la famille, il y a je crois que c'est une grand-mère ou une grande-tante qui est pareil, qui est vraiment un personnage félinien, quoi. C'est presque de bande dessinée qui t'as l'impression qu'elle a rien à faire là, quoi. C'est beaucoup trop, comme tu disais tout à l'heure, il pousse les potards à fond, quoi. Et ça, c'est très appréciable. Donc on va dire que le film, sans vous spoiler vraiment le déroulé, est articulé autour de deux parties. La première partie qui serait beaucoup plus joyeuse, drôle, très rythmée, et une deuxième partie beaucoup plus sombre, ce qui donne un film, on avait l'habitude avec Sorrentino, mais encore plus peut-être mélancolique et sombre, moi j'ai trouvé. C'est un film assez triste, même très triste par moments, mais que j'ai trouvé très juste, et où j'ai trouvé, encore une fois, esthétiquement, des choses, ça m'a rappelé ses précédents films, donc on sent qu'il est travaillé par les mêmes références, par les mêmes questionnements, et cette rupture de ton qu'on peut avoir par moments, comme on disait, entre réalisme et onirisme, et entre comique et tristesse, quoi, avec une BO toujours très lyrique, par moments, qui est magnifique. Et le fait d'avoir... c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir ce film en salle, mais alors ça, c'est un truc que pourtant je défends pas souvent, mais l'ayant vu sur téléviseur, il y a un truc de réalisme, encore plus. Je pense qu'il y avait peut-être dans mes réglages de télé ou quoi, peut-être du 120 Hz ou un truc comme ça, qui ajoutait, tu sais, ce côté un peu caméscope, un peu de fluidité, qu'on n'a pas du tout au cinéma avec du 24 images secondes, quoi, et qui a renforcé encore plus ce truc de ah ouais, d'accord, Naples vu comme ça, quoi, avec une caméra plus fluide encore, donc tu vois, une image que j'avais pas l'habitude de voir, et qui m'a vraiment bluffé, et qui m'a beaucoup plu, quoi. Ce serait pour toi du coup un argument des faveurs des auteurs qui se tournent vers Netflix, quoi.
Ou tu veux dire de le voir comme ça sur téléviseur qu'en l'occurrence, du coup, le téléviseur, pour ce cas-là, apporte quelque chose dans le discours. Bah écoute, moi du moins, je l'ai ressenti comme ça pour certaines scènes. Je dis peut-être pas pour toutes. Il faudrait aussi que je compare avec une vision en salle. Je suis sûr que le film m'aurait... Enfin, tu le sais, et je le précise pour les gens qui nous écoutent, hein, on est des adorateurs du cinéma et de la salle, hein, de l'expérience de la salle. Et il est certain que pour 1000 raisons, mais que le film m'aurait beaucoup plus impacté en salle, notamment pour la musique que j'ai trouvé très belle. Mais ce côté HD, tu vois, le scintillement des lumières par un moment, il y a des scènes au bord de l'eau, etc. Ouais, je l'ai trouvé vraiment quelque chose d'atypique et je me suis dit, tiens, là, peut-être que, je sais pas du tout, hein, si c'est une volonté de sa part, mais que ça avait du sens de le faire comme ça, quoi. Et surtout, un truc qui m'a frappé, tout à l'heure, tu crées un lien avec Roma, de Cuarón. C'est je trouve que le Sorrentino est une preuve encore d'une volonté de beaucoup d'auteurs, actuellement, de cinéma, de placer des récits dans le passé. Des récits autobiographiques, mais de parler en fait d'époques passées, avec, tu sais, ce côté de retrouver un peu la candeur de leur enfance ou d'une époque qu'ils ont vécue, en fait. Voilà, ce n'aurait pas vraiment de sens, en effet, de raconter un truc sur ta jeunesse à une époque d'aujourd'hui où les enjeux qui définissent la jeunesse d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40. Ça, c'est sûr, sur le récit autobiographique, mais même globalement, je trouve que il y a... Tu vas voir où je veux en venir, c'est qu'il y a eu... j'ai fait rapidement une petite liste dans ma tête, je me dis, attends, il y a Roma, Mank de Fincher, mine de rien, même c'est clairement pas un film autobiographique, a été écrit par son père. Tu vois, il y a eu tu sens que c'était un projet personnel qui parle d'un cinéma qu'il aime, tu vois, qu'il considère comme sien, entre guillemets, avec lequel il a grandi. Mais alors, pour des choses plus autobiographiques, donc on a dit Roma, celui-là, le Sorrentino, je pensais à Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Et plus récemment, à Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Et le projet de Spielberg qui arrive aussi, qui va parler de son enfance. Et en lisant une interview de Paul Thomas Anderson, peut-être qu'il y a un élément de réponse et que je trouve assez pas triste, parce que évidemment que ces réalisateurs-là questionnent aussi, peuvent questionner notre présent et notre avenir. On sait que Cuarón l'a fait, Les Fils de l'Homme, etc. Il y a plein d'exemples, bien sûr. Mais en ce moment, depuis quelques années, depuis quelques temps, on a ces réalisateurs qui veulent peut-être revenir dans ce truc un peu, s'approprier un peu le cinéma doudou, tu sais, et donner leur vision un peu de leur nostalgie. Et Paul Thomas Anderson, en interview, quand on lui faisait la remarque de lui dire, bah ouais, mais encore un film qui se passe dans les années 70, on sent que c'est quand même un film très référencé, que vous êtes nostalgique de cette période. Lui, il s'en cache pas du tout, il dit, ouais, carrément... Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que forcément, hein, y a des journalistes qui comprennent pas peut-être ouvertement dit par des réalisateurs comme ça. Oui, mais qui cherchent à titiller, quoi. Plutôt. Voilà. Vas-y, dis-nous que t'es vieux jeu, quoi. Voilà, assume ton c'était mieux avant. Et là où il s'attendait à ce qu'il fasse des ronds de jambes ou quoi, Thomas Anderson, il dit, ah non, mais ouais, carrément, et il disait, il prenait l'exemple des smartphones. Il dit, mais je ne saurais pas comment filmer les smartphones. Je trouve que c'est anti-romantique, entre guillemets, quoi. Que voilà, il n'y a pas de solution pour moi à filmer ça. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Donc, lui assume complètement ce truc-là. Et je constate que des réalisateurs reviennent beaucoup en arrière, en tout cas en ce moment, que c'est quelque chose, une tendance, et qui collait bien un peu à ce qu'on se disait dans Tourloupe, dans l'Azimut, sans être dans le C'était mieux avant. Vous le constaterez, j'espère. Voilà, on parle aussi de choses, la preuve de choses qui se font en ce moment et de sorties actuelles, on va dire, mais de constater que voilà, certains réalisateurs, ça, en tout cas, c'est une question qui peut inquiéter, qui peut effrayer, qui peut au contraire galvaniser, de se dire que le présent commence à ne peut-être pas inspirer ou ne plus inspirer certains réalisateurs qu'on considère quand même comme majeur, quoi.
quand on voit toute cette liste de réalisateurs qui veulent nous parler plutôt du passé. Ça questionne en tout cas. Ça se questionne. Peut-être qu'on vit une époque tellement particulière avec la crise sanitaire et tout ce que tu veux que les réalisateurs, les auteurs se disent qu'ils veulent chercher des réponses à tout ça, à tout leur trauma, à toute leur névrose, à tout leur questionnement dans le passé, dans leur jeunesse. Non, tout à fait. Il y a plein de choses, il y a plein d'explications possibles. Je vois Spielberg même, donc son prochain film est une autobiographie, donc qui se déroulera pendant les années de sa jeunesse. Il fait un remake de West Side Story. On parlait de Del Toro tout à l'heure, il recite énormément le film noir. Tu vois, ça va. Alors, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je suis ravi de ça, et quand les films sont bons, parce que nous c'est qui nous touche, quel que soit le sujet, on est preneur, tu vois. Mais je constate ça en tout cas que et par moment, tu sais, un peu sur Licorice Pizza, c'est ce qui m'avait un petit peu interpellé, c'est que je me dis, mais le C'était mieux avant est critiqué, est très critiqué par moment sur certaines sagas. On parlera de James Bond tout à l'heure, et qu'il faut déconstruire plein de trucs, qu'il faut changer plein de trucs. Et à côté de ça, t'as des mecs comme Paul Thomas Anderson qui font Licorice Pizza, qui ouvertement te disent, avec le 2h30 de film, c'était mieux avant, pour moi, en tout cas. Donc ils te balancent un film en 70 mm, des références musicales de partout, enfin tout. C'est un film des années 70, quoi. Et là, c'est génie, quoi. Donc, on est un peu paumé, j'ai l'impression, globalement, j'ai l'impression qu'on a tellement peur de dire que certaines choses nous plaisaient peut-être plus avant, etc., on sait plus comment réagir quand quelque chose nous plaît, comme le Tarantino, quand des gens comme ça font des films ouvertement inspirés de références passées, et que ça nous touche, quoi. Mais ça, c'est le propre même de tout l'art ou de toute l'histoire du cinéma, et on le voit tout le temps avec notre saga chouchou avec James Bond, que on répond à l'époque actuelle ou à l'époque qui vient de passer avec ce qu'il y avait juste avant, quoi. Et c'est la même chose en art, quoi. La Renaissance est une réponse au Moyen-Âge, en puisant dans l'Antiquité, etc. Donc, mais pour toutes ces questions, et parce que le film m'a beaucoup touché, je vous recommande très vivement È stato la mano di Dio, donc La main de Dieu sur Netflix, le dernier film de Paolo Sorrentino. Et en conclusion, quand même une citation, une anecdote qui a fini de me dire, mais lui c'est l'idole, et ça me fait plaisir que ce soit la première idole du mois dans Toulouse dans l'Azimut. Quand il a reçu son Oscar du meilleur film étranger pour La Grande Bellezza, il est monté sur scène, donc il a fait son speech, merci aux acteurs, à toute l'équipe, à la production, et après il a tenu à remercier personnellement ses parents, sa sœur, et Federico Fellini et Diego Armando Maradona. Voilà, et là je me dis, bon bah là clairement on est sur on est sur de l'idole. On est sur de l'idole. Clairement. Paolo Sorrentino, on l'embrasse. On l'embrasse. C'était l'idole du mois. C'est l'heure de la Minute Doom. Alors, mon cher Stéphane, la France veut savoir, qu'est-ce que c'est que le Doom, Stéphane ? Comme l'idole, j'ai pas envie de prétendre à dire le Doom c'est ça. Non, le Doom c'est plein de choses. C'est d'abord un nom anglais qui n'a pas vraiment d'équivalent dans la langue française. Enfin, si ce n'est des traductions de phrases à rallonge, etc. Il n'y a pas un mot en fait qui définit le Doom. C'est une super licence de jeu vidéo, ce qui a donné naissance à un style de jeu propre à lui derrière. C'est une sous-branche dans le métal. C'est plein de choses. Le Doom, c'est un mot que j'utilise à outrance, on va pas trop en parler parce que voilà, c'est quelque chose de personnel. Mais en tout cas, dans la Minute Doom, on va parler de choses, d'œuvres diverses qui tendent un peu vers les choses sombres, vers les ténèbres, vers l'obscur, vers le bizarre, comme vers le vitriol, quoi, vers le bizarre en effet. Qui vont évoquer voilà certaines choses sombres chez l'homme, mais qui au final ont, à mon sens, une certaine beauté et qui au final ne sont pas sans tendresse.
la tendresse, ça va être compliqué. Mais quoique dans ce dont je vais vous parler là, il y a un grand moment de tendresse. Ah oui, et comment? Pour cette première minute Doom, qui fait sûrement déjà plus d'1 minute, je vais vous parler, Antoine, du nom de la rose. Ne me vous vois pas, hein. Tu peux me tutoyer. C'est vrai? Je t'ai vous. Ah oui, non, mais le nom de la rose. Le nom de la rose, réalisé par Jean-Jacques Hano. On l'embrasse. Idole. Alors oui, Idole, tout à fait. Tu sais, qui revient très rapidement là au cinéma. Hein. Gros. Alors j'ai plus la date de sortie, mais avec Notre-Dame. Film, oui, tout à fait. Oui, sur l'incendie de Notre-Dame. Exactement. Tout à fait. Jean-Jacques. Écoute, on va rester dans le clérical en plus. Tout à fait. Donc champ lexical de la religion. Avec du coup Le nom de la rose, qui est sorti en 1986, adapté d'un roman de Umberto Eco. Et Le nom de la rose, pourquoi je vous en parle? Comme on l'avait dit dans cette émission, on n'est pas à cheval sur l'actualité, et des fois on est conscient, et je pense que c'est le cas de tout le monde, même des cinéphiles les plus chevronnés, on a des grosses lacunes. Tout à fait. Qu'on adore combler de temps à autre. Et moi, Le nom de la rose a été je me permets de mettre une touche personnelle, ça a été une très grosse lacune, et je l'ai vu seulement récemment. Et parce qu'en fait, il m'a hanté un peu tout le long de mes 3 décennies d'existence. Je me souviens de ce film quand il passait à la télé. J'étais enfant. Et je me souviens d'avoir été profondément marqué par quelque chose, par l'ambiance. Je me souviens notamment d'une scène la scène où il retrouve le corps d'un des moines dans une cuve où il récolte le sang après avoir égorgé les cochons. Donc, petit, tu vois cette scène où il y a des moines qui découvrent juste 2 jambes ensanglantées qui sortent d'une espèce d'énorme cuve toute rouge. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Puis mes parents, mon grand frère, je sais pas, non, c'est pas pour les enfants et tout ça. Et puis c'était fini, Le nom de la rose. Il est resté là, un peu doucement, pendant toute mon existence. Ouais. Il est un peu réapparu dans mes débuts d'écoute du métal, parce que Le nom de la rose a donné un morceau inspiré un morceau d'Iron Maiden. D'accord. Qui ont écrit un morceau sur le film / le livre, le roman, qui s'appelle The Sign of a Cross. Super morceau en live. Donc voilà, Le nom de la rose est réapparu, et c'est enfin seulement récemment que j'ai pris d'un coup, je me suis dit, mais non, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? On a une petite liste, alors je sais pas si tu tiens cette liste, mais voilà, comme on disait, on a tous ça, quoi, des trucs en plus, c'est ça qui est curieux, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais on sait que c'est fait pour nous, quoi. On sait qu'a priori on va aimer le film, quoi. Tu vois, on a tous des films comme ça qu'on se trimballe entre guillemets depuis l'enfance, quoi. Et quand tu m'as dit que t'avais pas vu Le nom de la rose, mais je me suis dit, mais là c'est Stéphane matériel, il y a le label Doom direct, quoi. Bah, complètement. Et ben ça y est, c'est vu, et je n'ai pas été déçu du voyage. Alors ça va sûrement faire sourire ceux qui connaissent le film de fond en large en travers depuis des années. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous apprend, lui, ce couillon? Moi, voilà, j'ai envie de parler de ce film. Mais c'est déjà un point, si tu me permets, c'est de se dire déjà, de voir un film après autant de temps, en effet, il y a peut-être des gens qui connaissent évidemment le film, mais qui ne l'ont pas vu depuis très longtemps, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, puisqu'on parlait tout à l'heure de pérennité d'œuvres passées, est-ce que Le nom de la rose est encore impactante? Il y a surtout un truc qui m'a impacté. J'y viens. En fait, je me suis intéressé récemment au grand maître de la BD, Philippe Drouillet, qui a en fait fait les affiches de 2 films de Jean-Jacques Hano, peut-être d'autres, mais à ma connaissance, dont La guerre du feu et Le nom de la rose. Et moi je trouve que c'est des affiches absolument magnifiques, et là je vais le dire sans vergogne, c'était mieux avant. Moi c'est un aparté. Là c'est parti. Mais c'est un aparté. Moi je suis attristé par la pauvreté des affiches aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va me citer plein de contre-exemples, mais je parle surtout des blockbusters où c'est absolument la même affiche à chaque fois avec on en reparlera pour James Bond, il y a un gros dossier là-dessus. Il y a un gros dossier. Mais voilà, héros en gros plan, personnage plus secondaire
dessous en plus petit. N'hésitez pas dans les commentaires à faire part de voilà. vos réactions, mais ouais, non, ça peut s'entendre clairement. J'ai revu cette affiche du coup de Druillet, de Le Nom de la Rose. J'ai fait mais ça m'a fait un petit truc, mais ça y est, merde, il faut que je vois ce film. Je l'ai vu. Tu l'as vu comment d'ailleurs, petite question, il est disponible sur des plateformes, tu l'as acheté en Blu-ray, côté un peu Ah non, il est disponible nulle part. D'accord, très bien. Voilà. non, mais c'est... Il n'est pas sur les plateformes d'accord, non mais voilà, pour savoir, il n'est pas sur les plateformes. Netflix, Amazon Prime et compagnie. Non, mais on sait jamais maintenant... il faut se le procurer. Voilà. Il faut se le procurer. Donc voilà, je dis une fois, je l'ai vu, je n'ai pas été déçu du voyage, et... Qu'est-ce qui est beau avec ce film, s'il faut dire vite, parce que j'ai envie que la Minute Doom se rapproche plus d'une Minute Doom qu'un quart d'heure Doom. C'est mal barré, mais... C'est que... c'est pour ceux qui savent pas, c'est un huis clos, c'est une enquête dans un monastère. Donc, a priori, dans un des lieux les plus proches du divin, où les moines vivent reclus pour atteindre une certaine forme de spiritualité, pour être au plus proche de Dieu. Donc, a priori, un endroit saint. Et pourtant, dans cet endroit saint, il se passe des choses horribles, on doit savoir des meurtres. Et il s'avère que les meurtres ont lieu juste avant un espèce de synode entre des envoyés du pape d'Avignon et des moines franciscains. Donc, si je dis pas de bêtises, ce sont les franciscains qui prônent la pauvreté comme vertu. Et il s'avère dedans qu'il y a Sean Connery et Christian Slater, voilà, comme quoi notre ami James n'est jamais loin. Ouais, exactement. Avec du coup son novice Christian Slater, qui, si je dis pas de bêtises, c'est son premier film. Il avait très jeune, très jeune, à peu près 17 ans à l'époque. Ouais. Et il se retrouve à enquêter dans ce lieu. Et ce qui est incroyable, moi je dirais, c'est si la chose qui définit, au-delà de l'ambiance qui est de ce monastère, grosse phrase de Souper, mais je le pense, où le décor est un personnage. Ouais. En l'occurrence, tu vois, on dit souvent que la ville est un personnage dans les films de James Gray, de Michael Mann, etc. mais là, en l'occurrence, le monastère est un personnage, mais tourné à des lieux différents. Donc c'est un bon moyen de voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que chaque gueule dans cette abbaye, chaque moine, ils sont tous absolument terrifiants. Et en fait, tu sens qu'il y a une histoire derrière chacun de ces visages. C'est-à-dire que tu sens que, ok, ce sont des moines qui sont venus se reclure loin du monde pour être plus proche de Dieu, mais tu sens qu'ils sont... Chacun, il a une histoire derrière qui fait qu'il a atterri là, quoi. Ouais. Et voilà, il y a un personnage un érudit qui travaille à la bibliothèque absolument flippant. Il pourrait jouer le baron Harkonnen dans Dune sans problème. Il y a Ron Perlman qui joue un moine un peu très marginal, bossu, difforme, qui parle plusieurs langues en même temps, ce qui lui donne à la fois un trait de génie, mais à la fois qu'il est complètement ostracisé parce qu'il est considéré comme un attardé. Et il est terrifiant. Et c'est ça, voilà, qui est incroyable dans le Nom de la Rose pour moi, c'est cette galerie de personnages complètement cauchemardesques et à la fois beaux, en fait. Et malgré dans un endroit où, bien sûr, il n'y a pas de femmes, il y a bien sûr une histoire d'amour au milieu. Ah. Entre le Christian Slater, Atso, le nom de son personnage, novice, donc, dont a priori, non destiné aux amours, au plaisir charnel ou à l'amour. Et bien, il y a en contrebas de ce monastère une bande de paysans, on dirait tout droit sortis de la guerre du feu. C'est-à-dire qu'on dirait que Jean-Jacques Hano, il a juste pris le village à guerre du feu, il les a juste mis là au pied du monastère italien et ça marche sans problème. Sans déconner, il y en a un dont le visage, je suis sûr qu'il est dans la guerre du feu. Il faudrait vérifier, quoi. Et qui sont complètement pauvres, qui vivent dans une misère terrible, quoi. Et il y a une jeune fille dans cette histoire qui va avoir j'en dis pas plus, mais une histoire d'amour très organique, très soudaine.
Tu parlais tout à l'heure de scènes liées à l'enfance, tu vois, qui te frappaient. T'as parlé de la scène avec la cuve de sang. Moi, je te cache pas que j'ai vu le film ado, mais enfant, j'avais dû voir une ou deux images, et c'est plutôt cette scène-là qui m'avait. Je comprends je comprends pas parfaitement, mais au-delà de l'aspect extrêmement charnel, et je pense que c'est voulu. La scène, elle est incroyable. Je pense que c'est pour qu'on soit d'un coup frappé par cette pulsion presque aussi, cette pulsion au milieu des ténèbres, quoi. Et ben en fait c'est ce qui est plus beau dans ce film, et j'en dis pas plus sur la conclusion, c'est que au milieu de ce monde ultra monastique, très enfermé dans ses règles, etc., il se passe un interdit au milieu, et c'est la chose la plus belle du film. Là on est en plein Doom. D'après ce que tu nous as... c'est pour moi le Dôme, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans un endroit qui questionne nos ténèbres intérieures, et bien au milieu, vous allez être bouleversé par tout simplement par l'amour, quoi. C'est quand même... tu vois la carrière, quand tu regardes ce film et la carrière de Jean-Jacques Hano, moi je suis quand même hyper curieux de voir ce qu'il va faire là avec Notre-Dame. Et ce qui me plaît beaucoup chez Hano, c'est c'est pas dans les réalisateurs français, j'ai l'impression que c'est le seul qui se tourne vers quelque chose d'autre, tu vois, vers l'ailleurs, tu vois. Pour paraphraser notre ami Depardieu qui est à la recherche de l'ailleurs, etc. Mais je trouve que Jean-Jacques Hano, c'est le... Il y en a plein. Jeunet a fait ça aussi à sa manière, etc. Mais Hano, il va vraiment se tourner vers la nature, vers le religieux, le sacré. Tu vois, voilà. Tu veux dire des grandes thématiques, ou quand tu dis l'ailleurs, ça parle même en termes géographiques, parce que c'est vrai qu'il a souvent fait. Il y a Le Nom de la Rose, mais c'est lui qui est derrière. C'est Or Noir, non, je crois aussi, ou nom m'échappe, je crois, mais une grande fresque au Moyen-Orient. C'est ça, mais un de ses films les plus emblématiques, La Guerre du Feu. La Guerre du Feu, bien sûr. Long métrage préhistorique. Après il te fait un film d'enquête, à savoir Le Nom de la Rose, mais il se dit mais ce sera dans une abbaye. Il y a Sa Majesté Minor qui a été un bide retentissant. Alors je n'ai pas vu le film, mais qui, on peut pas lui reprocher ça, ne manquait pas d'ambition, parce que clairement c'est un truc, tu vois l'affiche, tu vois José Garcia en espèce d'homme cochon, tu dis qu'est-ce qui se passe? Allô. On a perdu Jean-Jacques. Non mais voilà. L'ours, L'ours, je pourrais faire une autre Minute Doom là-dessus, parce que c'est aussi un film que j'ai vu enfant. Ça peut traumatiser. Mais alors, diffusé en plus dans l'école maternelle de mon village. Donc j'avais 4-5 ans, ils mettent ça. Ah ouais. On comprend plus de choses, hein. C'est un peu une psychanalyse en fait. Ce podcast. Voilà, l'ours que j'aimerais beaucoup revoir d'ailleurs. Avec mon regard adulte, mais voilà, bouleversant. Et Hano a ça, je sais pas, qui se tourne vers l'imaginaire, vers des cauchemars d'enfants. Mais à vrai dire, c'est facile de dire ça, parce que on pourrait dire ça de Del Toro, n'importe quel. Mais en France, peut-être un peu. Tu citais Jeunet, mais en tout cas, Jeunet, complètement. Oui. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à Jean-Jacques Hano d'instinct, peut-être parce que ces dernières années, il a été un petit peu moins productif. J'ai pas trop la mémoire de sa filmographie, mais là, il revient, et en tout cas, c'est super d'avoir. Mais je trouve que tu vois, et c'est pas, on finit sur son prochain film, c'est pas anodin qu'il a décidé de parler de l'incendie de Notre-Dame. Oui. Tu sens que c'est quelque chose qu'il travaille, quoi. Je pense qu'il y a un truc il a un lien vers le sacré qu'il travaille, comme tu dis, parce que l'incendie de Notre-Dame, ça a été traumatique d'une certaine manière. Non, mais on va toute proportion gardée. Il n'y a pas eu de mort ou quoi que ce soit, mais ça a été quand même un petit choc, en tout cas, bien sûr, en France, mais surtout dans la ville de Paris. Et je pense que c'est, comme tu dis, c'est vraiment c'est pas anodin qu'il ait choisi de se tourner vers ça, parce qu'il s'est questionné sur la perte d'un symbole comme Notre-Dame, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose de religieux qu'il travaille, et on le voit très bien dans Le Nom de la Rose, parce que le film n'est absolument pas pro-clérical, bien au contraire. Et enfin bref, on a hâte.
On va aller découvrir ça. On ira peut-être se faire ce film-là ensemble et on vous dira ce qu'on en a pensé à l'occasion. Mais je sais plus quand ça sort. Ça va pas trop tarder. Est-ce qu'il y a un lien avec le... Je cherche une transition avec... on l'a dit tout à l'heure, mais le fait que, Sean Connery, qui est un super personnage de moine éclairé... Dans celui-là, il n'a pas de Walter PPK. Non, il a une bure et c'est tout. Et il a une bure et sa sagesse, parce que c'est... contrairement à tous ses confrères, il est très ouvert vers les textes grecs, etc. Il est bien conscient que la plupart des péchés ne sont pas l'œuvre du diable, mais de l'homme. Il est très en avance sur son temps. C'est un moine progressiste. Et comme Roger Moore dans Moonraker, dont on va vous parler tout de suite. Merci pour cette minute Doom, mon cher Stéphane. Mais je t'en prie. Disparu ? Mais où est passé le Moonraker ? Nom de Dieu. Oui, bien sûr, monsieur le ministre. Immédiatement. Monet Pennet, est-ce que 007 est rentré de sa mission en Afrique ? Il va bientôt prendre pied, monsieur. Stéphane, l'heure est grave. Il est temps de parler de Moonraker. Alors... je dirais pas que l'heure est grave. Moi, je dirais que l'heure est à la célébration, Antoine. Alors oui, t'as raison. L'heure est grave parce que il faut quand même préciser à nos auditeurs pourquoi on est amené à parler de Moonraker. Là, je pense qu'on peut dire que l'heure est grave. Pourquoi on a choisi de parler de Moonraker ? Pourquoi ? Moi, je te le demande. Qui me le demande. Je sais pas de quoi tu me parles, mais vas-y. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais on est allé voir un film qui s'appelle No Time to Die. En octobre dernier, si ma mémoire est bonne, que c'est le dernier James Bond en date, le 25e. C'est pas Skyfall, le dernier James Bond ? Alors, magnifique. Non mais Skyfall, magnifique fin pour l'ère Daniel Craig, quand même incroyable. Alors Stéphane, respire. Voilà. Non, Stéphane. Skyfall n'est pas le dernier James Bond en date, Stéphane. Oui. As-tu entendu parler ? Bon, il a rejeté son inconscient a rejeté donc 2 films, à savoir les 2 derniers James Bond en date, Spectre. Et sa suite directe, No Time to Die, sortie donc en octobre. L'idée ici, c'est pas de parler de No Time to Die, parce que, encore une fois, Entourloupe dans l'Azimut, c'est la tendresse. Pour la bagarre méchante sur ce qu'on... La tendresse, mais attention, on peut se mettre dans des états dingues. Très, très énervé, attention, ça... Mais non, mais voilà, sur No Time to Die, on peut dire globalement que le film nous a déçus. Je pense que c'est la moins qu'on puisse dire. Voilà, sans aller non plus dans le pugilat. Voilà, c'est un film qui n'a pas répondu à nos attentes qu'on se fait de ce personnage. Et voilà, malgré c'est pas un mauvais film. Attention, il y a quand même de chouettes scènes d'action. Exactement. Voilà. On retire plein de positifs. Les cascades, les scènes d'action. Les cascades. On embrasse notre ami Jean-Charles Rousseau. Ouais, carrément. Voilà. Mais moi voilà la mise en scène globalement, puisque ça mise en scène, aux cascades, etc. Quelques décors, la première heure globalement. Le personnage d'Anna de Armas. Ah oui, voilà, on l'embrasse aussi. Mais tout à fait. Mais voilà, on a été plutôt déçus parce qu'on pense que, tu m'arrêtes si t'es d'accord avec moi, Antoine, mais que le film est allé trop loin dans une direction prise. Dans toute l'ère Daniel Craig, direction qui était pour moi, d'où ma blague naze d'il y a 5 minutes, mais très cohérente, qui marchait très bien jusqu'à Skyfall, en tout cas, et qui s'est vautré dans son caca des spectres, quoi. Et il faut préciser peut-être quelle était cette direction, en fait, depuis l'arrivée de Daniel Craig. Est-ce que tu pourrais la synthétiser C'est une volonté qui est très propre à tous les blockbusters d'aujourd'hui d'humaniser le plus possible son héros. C'est-à-dire vraiment ce qui, encore une fois, n'est pas une mauvaise chose. Hein. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, et qui est parfaitement cohérent quand on sait d'où vient la saga. Tu parlais tout à l'heure en parlant d'Entourloupe des époques qui se répondent et des périodes artistiques. Absolument. James Bond, c'est que ça, quoi. C'est que ça. Il emprunte à chacune de ces époques. Et chaque film, ou du moins grande période, généralement incarnée par des changements d'acteurs, répond directement à l'acteur précédent, quoi. C'est ça. Et l'arrivée de Daniel Craig, il faut préciser qu'elle suit directement un film qui s'appelle Meurt un autre jour,
qui sort en 2002, si ma mémoire est bonne, et qui est... qui tombe dans la pantalonnade, enfin qui a atteint des niveaux de what the fuck que la saga a rarement atteint. Oui, voilà, et précisons un truc, attention, parce que on n'a pas aimé No Time to Die. Oui. On va pas dire que c'est pas le seul mauvais James Bond. Hein. Il y en a quand même loin de là. On en a facilement 2-3. On va pas s'étaler là-dessus. Bon, qui sont. Mais ça qui est marrant, tu vois. Aparté, mais on va vite revenir, petite digression, mais on va vite revenir sur le sujet principal. Mais on est d'accord. Tous les fans de James Bond seront d'accord, je pense, pour dire que, en effet, attention, gros spoiler, il y a des films qui sont mauvais. Mais moi, globalement, même les très mauvais, je les aimais un petit peu quand même. Die Another Day, c'est un film que je revois avec plaisir, en fait, malgré les milliards de défauts qu'il peut y avoir. Et No Time to Die, je sais pas. Et ça m'embête, parce que... Alors après, il y a eu tellement la déception de ce qu'ils ont fait du personnage au sortir de la salle, mais quand je suis allé le revoir, même en sachant vers quoi ça allait, c'est dur. Hein. Alors, à part encore une fois, la première heure est vraiment chouette et on est vraiment dans du Bond et il y a des trucs très cool. Et là, ouais, ok. Mais sur la globalité du film, je pense qu'il va me falloir un bout de temps pour que je prenne du plaisir à le revoir, en fait. En fait, c'est tout le propre de cette saga, c'est qu'il y en a plein qu'on pensait naze. Tu parles de Die Another Day. Ouais. Quand même, à l'époque, même si on était ado, on se rendait compte, ça va peut-être un peu loin, les voitures invisibles, etc. Et tu vois, maintenant, vu la direction qu'a pris Craig, on le réévalue. Comme, moi, à titre personnel, je réévalue énormément Quantum of Solace. Tout à fait. Exactement. Par lequel j'étais très déçu à sa sortie. Idem. Et aujourd'hui, je le trouve tout à fait... un des meilleurs Craig. Oui. Et tout ça pour revenir juste sur le parallèle qu'on faisait, que Craig arrive après Die Another Day, avec une volonté très nette de la part des producteurs d'ancrer le personnage dans plus de réalisme. Et No Time to Die est l'excroissance ultime de ça. C'est-à-dire qu'on détruit le mythe bondien. Et dès le générique de début du film, on a des statues qui explosent. Et en vrai, c'est le principe, c'est le but avoué du truc. Et c'est malheureusement, je trouvais que s'il y a un problème dans toute cette saga, c'est que pour généralement le dernier ou les deux derniers films de chaque acteur, à part Lazenby ou Timothy Dalton qui en ont fait que un ou deux. Ouais. Donc ils n'ont pas eu le temps de s'essouffler, mais on trouve chaque acteur quand même, les derniers films de sa période, c'est vrai, sont allés trop loin dans la direction de il va d'avoir un flash. Voilà. Et Pierce Brosnan c'était allé trop loin. Oui. Mais on va voir que Roger Moore, et ça va être le cas dans Moonraker, même si on l'adore, qu'il y a quand même des tout petits signes de dérive. Voilà, c'est vrai. Tout ça pour dire que au sortir de No Time to Die, on était un peu chafouin. On était un peu triste aussi de voir, en gros, la direction prise par le héros de notre enfance et comment ils se sont appropriés le personnage. Et on s'est dit là, c'est pas possible. Entourloupe, c'est pas ça. Entourloupe, c'est la tendresse, la bagarre. Et là, il y a une pulsion. La pulsion de revoir Moonraker, quoi. Moonraker que tu avais vu pas si longtemps avant, parce que tu as fait un petit marathon Bond. Ouais, je l'avais vu il y a bien longtemps, bien sûr, mais bien revu, voilà. Revu il y a pas si longtemps. Moonraker qui, d'une certaine manière, on va dire du grand public, pas des fans. Je pense que les fans hardcore de Bond l'adorent, mais c'est quand même un film qui, dans la saga, est considéré comme un nanar. Un gros nanar. Ouais. Et ça, c'est pas entièrement faux. Pardon. Alors, objection, votre honneur. non, mais parce que c'est le film, la phrase d'accroche sur l'affiche du film, elle est extrêmement bien trouvée. C'est là où tous les autres Bonds se terminent, celui-ci commence. Non, mais ça. Et déjà, ce film ne peut pas être mauvais. C'est impossible. Et cette phrase fin du débat. Est entièrement vraie pour tout ce qu'elle représente de bien comme de moins bien. C'est exactement ça. Voilà. Donc oui, Moonraker, ça va loin. Ça va très loin. Alors, il faut, ça va loin, et c'est un peu l'antithèse, comme on disait, du James Bond de Craig de No Time to Die. Mais ça part pas tout de suite en quenille quand même, Moonraker, quoi. Ça part quand même avec Jean-Pierre Castaldi dans un avion. Alors, voilà. Déjà, comment...
Alors, il faut pas qu'on parle de cette première scène. Alors, on va pas vous faire le scène à scène. T'as un film qui commence avec une bagarre entre Jean-Pierre Castaldi et Roger Moore dans un jet. Comment mieux démarrer ton film, je veux dire. Enfin, peut-être une des scènes les plus dingues. Alors, on rigole parce que c'est ridicule, mais à savoir que n'empêche, cette scène est incroyable parce qu'il y a une bagarre. Roger Moore envoie Jean-Pierre Castaldi dans le vide. Non, c'est l'inverse, pardon. Et il se bagarre en chute libre pour que l'un récupère le parachute de l'autre. À savoir que cette cascade, pour l'époque, c'est quelle année le film ? 78, 79 ? 79. Bagarre entièrement tournée en prise réelle, sans... Ah oui, non mais bien sûr. Tom Cruise n'a rien inventé, quoi, avec ses... C'est ça. Donc, filmé en 1979, une bagarre en pleine chute libre. C'est hallucinant. Et tu sais que c'est une idée, cette scène, c'est Michael Wilson, donc le producteur, maintenant un des producteurs fétiches de la saga, qui a eu l'idée de cette scène. Alors, c'est marrant parce que quand on potasse un peu les différents bonds, les making-of et tout, tu te rends compte que, et il le précise très souvent, que c'est vraiment un travail de famille, en fait, un petit groupe, et que tout le monde peut donner des idées comme ça. Et lui, il était, je sais plus ce qu'il était à cette époque-là, s'il était déjà producteur exécutif ou quoi. Et il dit, en fait, moi j'ai un début, tiens, j'ai une idée pour le début, il saute, voilà, bagarre en parachute, tout ça. Et il a eu, et le problème, c'était au début c'était quasi impossible, en fait. Il disait, mais on peut pas parce que c'était du Panavision, si je dis pas de bêtises, les caméras de l'époque et tout, et c'était beaucoup trop lourd. Et en fait, il aurait fallu attacher ça sur la tête, sur un casque, sur la tête d'un opérateur en chute libre. Au moment d'ouvrir le parachute, tu lui casses le cou direct. Mais c'est ça qui est en dingue, c'est qu'on oublie bien sûr l'artisanat du truc, que c'était, on va y revenir, que sur les c'était décors, à la pellicule, enfin bref. Non, mais Barjot, et il a eu, tout ça pour dire, petite anecdote, qu'il a eu le déclic en se baladant dans Paris, et qu'il est tombé devant une petite boutique où il a vu des objectifs de caméra, mais vieux, et il en voit un, il dit mais ça pourrait peut-être marcher, tout ça, du Panavision, mais grand angle et tout petit en fait. Et il demande au vendeur, il dit ah ouais, ça c'est un modèle c'était un prototype qui a été abandonné, tout ça. Et ils sont partis de ça. Et c'est là où tu te dis mais c'est pour une séquence, pour un truc qui dure 2 minutes. Et c'est toute la beauté de l'artisanat du truc, quoi. Et ils sont partis de cet objectif-là pour fabriquer eux-mêmes avec des techniciens locaux et tout. Parce qu'il y a pu être une sorte de coffret en titane et tout pour mettre la petite caméra dedans et tout, faire cette scène complètement dingue, quoi. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que Moonraker, il a un peu, si tu veux, ce que j'aime bien appeler des piliers de la sagesse, quoi. Carrément de la sagesse, quoi. C'est-à-dire que dans le même film, on a commencé avec Castaldi en chute libre. On va enchaîner avec un palais de Versailles, un château français. Tout à fait. En Californie. Parfaitement. Mais château de Vaux-le-Vicomte, d'ailleurs. Château de Vaux-le-Vicomte, c'est ça, en Californie. On va enchaîner avec Venise, avec une des scènes, le magnum opus de Roger Moore. Voilà, avec on peut le dire, une poursuite en gondole. Tout à fait. Une poursuite en gondole. Gondole pneumatique. C'est ça. Un combat avec un assassin en armure de kendo, absolument pas pratique pour assassiner quelqu'un. Dans une boutique un musée de verre. C'est ça. Donc kendo, verre, vous imaginez les dégâts, quoi. Voilà. Et Rio. Oui. Incroyable. Rio. La jungle amazonienne. Bien sûr. Des pitons. Des temples mayas et qui cachent une base de lancement spatial pour une base de lancement de navettes spatiales, qui nourrissent les noirs dessins du méchant Hugo Drax, joué par Michael Lonsdale, qui est incroyable. Idole, on le paie à son âme. Qui a un projet assez pour parler aux jeunes générations, et moi ça me fait marrer quand il dit mais tu sais, Thanos, il a quand même un gros projet dans les Avengers. Je fais, en fait, c'est Hugo Drax, quoi, le mec. Parce que... Oui, et je pense qu'avant Hugo Drax, il y en a eu plein d'autres. C'est pas exactement ça, parce que Drax, lui, il veut recréer une sorte de race supérieure, non? Drax, il veut empoisonner tout le monde et créer. Il a choisi, en fait, une dizaine de. L'Arche de Noé. Une Arche de Noé, il a choisi une dizaine de couples de gens beaux, de jeunes femmes et de jeunes hommes beaux selon ses critères. C'est ça.
Clairement, enfin, on est dans l'eugénisme, quoi, qui est non, pur racialement, etc. Pour créer une nouvelle espèce d'être humain, pour créer un monde utopique, quoi. Et donc, là, on a franchi le truc. Et on n'a pas dit le dernier pilier dans lequel ça va. Non, mais ça va savoir l'espace. Exactement. Et j'allais y venir justement parce que tu le rappelais en introduction, il commence là où tous les autres bonds se terminent. C'était la Final Frontier, quoi, l'espace. Le premier bond dans l'espace, et que ça, mine de rien, ça a des causes qu'il faut rappeler, quoi. C'est que c'est pas anodin si James Bond en 1979 il va dans l'espace pour la première fois. Bah pourquoi Alors, je vais te citer un film. Est-ce que tu connais c'est un petit film d'auteur. Alors c'est un peu de niche. S'appelle La Guerre des Étoiles. Guerre des Étoiles. Non, je vois la guerre du feu avant, dont on a parlé, mais la guerre des étoiles, ils regardent le ciel, du coup, Non, c'est pas ça, ils font la bagarre sous un ciel étoilé, tout à fait. Et c'est sorti en 1977, la guerre des étoiles. Ah, voilà. Ok. Et ça a marché. On va pas se mentir, ça a marché au box-office, et ça a fait mal à James Bond. Alors là, ils étaient pas contents, quoi, parce que l'espion qui m'aimait a fonctionné, mais clairement, il y a eu un rouleau compresseur qui s'appelle Star Wars, donc bien sûr. Et tu vois tout de suite, et c'est quand même un leitmotiv de la saga, il faut pas oublier que c'est des films d'exploitation, c'est des blockbusters pour l'époque, et qu'il faut répondre à cette attente-là, quoi. Donc clairement, alors que à la fin de L'espion qui m'aimait, on a dès le générique, James Bond reviendra dans Rien que pour vos yeux, c'est écrit noir sur blanc dans le générique, ça a été branle-bas de combat après Star Wars, en mode mais non, c'est pas possible, il faut qu'on revoie nos trucs, on peut pas faire un James Bond... on peut pas partir sur quelque chose de trop peut-être sombre, de trop terre à terre, sans mauvais jeu de mots. Et on regarde un peu ce qui a été écrit. On rappelle, si jamais il y a des gens qui ne connaîtraient pas la genèse de James Bond, ce sont des romans à la base. Et Moonraker, quoi. Avec une adaptation quand même. C'est-à-dire que ça part un peu plus loin que dans le roman. On y reviendra peut-être. Mais voilà, au moins l'espace, quoi. Et c'est symptomatique, comme tu dis, de cette époque, quoi, parce que même il y a plein d'autres exemples. La série Galactica, dont Battlestar Galactica est une refonte, et pareil, sortie en 78-79. Voilà, il y avait vraiment Star Wars a créé un truc dans toutes les boîtes de production. Les gars, faut qu'on aille dans l'espace. Et alors, je crois, arrête-moi si je me trompe, mais en tout cas, moi, des échos un peu que j'ai eu depuis que je suis gamin sur Moonraker, et des gens généralement qui n'aiment pas le film, c'est le premier truc qu'ils citent. C'est de se dire « Ah, attends, c'est celui qui va dans l'espace, là ?» Et ça, moi, je ne l'accepte plus, d'accord? Alors, je blague, bien sûr, on peut trouver ça cheap et tout, mais c'est un truc, quand on l'a revu, moi, je le revois quasiment une fois par an, Moonraker et tout, mais on l'a revu ensemble, et je sais pas toi, mais moi, je ne reçois pas, en tout cas, cet argument-là, parce que je trouve que toutes les séquences dans l'espace, d'un point de vue formel, elles déboîtent, en fait. Mais c'est là où je te rejoins, c'est que moi-même, ayant vu ce film à un âge relativement jeune, même jeune, je m'étais dit, parce que j'ai quand même l'image de James Bond, l'espion sombre, classe, etc. Et tu vois des bagarres de laser dans l'espace à la fin, tu dis, ok, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? C'est clair. Donc c'est forcément... Et même là, quand je l'ai revu récemment, je m'étais dit, bon, je sais que je vais voir une grosse connerie. Et ben, alors, ok, ouais, c'est peut-être... On peut débattre des heures sur... C'est peut-être pas un bon James Bond. Oui, parce que ça, alors, déjà, les questions qu'on se posait en début, là, en introduction sur No Time to Die, étaient là. C'est-à-dire que ça s'éloigne énormément, évidemment, du James Bond Sean Connery, quoi. C'est évident. Mais ça reste, pour moi, un grand film d'aventure, quoi. Ah non, mais c'est parce que il a beau être con comme ça, et je pense qu'on va en parler bientôt, il va trop loin dans certains aspects, mais il y a... Tout le reste, c'est premier degré. Mais oui. La réalisation est très soignée, la photographie est magnifique. Magnifique. Les décors. Technicien français, de mémoire. Alors oui, on en parlera de la production de ce film. Tout est extrêmement soigné. Les maquettes et les décors sont incroyables. Et encore aujourd'hui, ça, je trouve que c'est parfaitement... ça a de la gueule. Il faut... La musique. Non, mais la musique... Alors, juste petit point chiffre avant d'embrayer sur justement ces différents postes. Petit point chiffre avec ce qu'on a pu glaner ça et là, pour préciser à quel point aussi tout ça a un coût
et que c'était voulu par les producteurs, il fallait en mettre plein la gueule, vraiment. Une petite idée, le film précédent, donc Spy Who Loves Me, pardon, c'est un budget de 14 millions. Alors c'est en euros, là, que j'ai trouvé. Moonraker, c'est 34 millions de budget. C'était de très loin le budget le plus impressionnant, le plus balèze de la saga. Plus cher que toute la période Sean Connery, je crois, réunie. Plus cher c'est ça que les 6 premiers films. D'accord. Voilà. Plus cher que les 6 premiers films réunis. Enfin, on se rend pas compte, mais là, en revoyant le making-of et tout ça, ils en parlent. Ils disent c'était un projet délirant. Mais délirant. C'est un truc de grand malade, quoi. Un truc tout bête, une anecdote. On parlera du processus ou du contexte de production. Ça a été beaucoup fait en France pour des raisons fiscales en Angleterre. Ils ont dû produire le film. C'est une grosse coproduction française avec énormément de techniciens français. Et comme vous le savez, on a parlé tout à l'heure de Rio. Il y a donc beaucoup de plans tournés en extérieur. Enfin, il fallait se déplacer à Rio, quoi. Rien que ça, ils ont déplacé toute l'équipe technique en Concorde. Enfin, moi, j'ai les mecs, et à l'époque, de ce que j'ai pu entendre, c'est à l'image du film, c'est beau, ça coûtait une blinde un vol en Concorde, quoi. Et Broccoli, Albert Broccoli, donc qui est un des producteurs emblématiques de la saga, quand on lui en parle en interview, ouais, bon, ça coûte un peu d'argent, mais vous savez, il faut ce qu'il faut, quoi. Et tu te dis, mais les gars, ils sont complètement fous, quoi. Et alors, déjà, petite anecdote aussi, dans l'anecdote, je ne savais pas, un Paris-Rio en Concorde, c'est 5 heures de vol. C'était 5 heures de vol, quoi. Ah bah, oui, je suis tombé de ma chaise. 5 heures de vol. C'est là la grandeur de la France, mon cher Antoine. Le Concorde. Mais le Concorde, et tu parles d'ailleurs de l'importance française dans Moonraker. Ce n'est pas un des premiers, une des grosses histoires d'amour entre James Bond et la France. Non, bien sûr. Mais il y a énormément d'acteurs et d'actrices français qui ont joué dans la saga. Et Moonraker, on a plein. On a Castaldi, on avait Corinne Cléry, on a Georges Belair qu'on voit en second rôle. Il y a énormément de... Michael Lonsdale, bien sûr. Bien évidemment, pourquoi je n'ai pas dit lui en premier. Et non, dans celui-là, c'est vrai, vaut le vicomte. Et parce que, encore une fois, parce que coproduction française, quoi. Ça a été une vraie question... mais c'était pour des raisons fiscales, encore une fois, moi j'ai pas voulu creuser trop le truc et tout, c'est pas trop mon domaine, mais en tout cas la prod explique en making of que voilà, c'était trop compliqué de le faire en Angleterre, ça allait coûter beaucoup trop cher. Ils l'ont fait en France et quand même Cocorico, 4 studios en France, je crois, pour produire des décors complètement tarés. C'était le plus gros décor fait en France à l'époque. Qui devait être celui de la base de lancement de tu sais quand c'est en apesanteur. C'est en apesanteur qui est la base le hall principal de la base de lancement de la navette spatiale, pardon. Ça, c'était le plus gros décor fait par des Français à l'époque. La centrifugeuse, il y a énormément de trucs. Tout a été fait en France, quoi, par des techniciens français. Il y a des petites anecdotes sur comment les frictions entre Ken Adam, qui est le production designer, je crois, le chef des décors, chef décorateur, avec les frictions avec les syndicats français, énorme, où il dit, mais vous savez, vos collègues anglais, américains, ils travaillent le samedi-dimanche, quoi, ils comptent pas les heures. Bon, je te laisse imaginer que les syndicats de techniciens... surtout qu'en France, ils ont... la pause, c'est mort, hein, les heures sup et tout. Ils ont découvert l'importance de la pause déjeuner en France. Oui. Roger Moore ne parle et tout ce qui retient de Moonraker, c'est qu'il a découvert le boudin aux pommes, quoi, et qu'il adore, quoi. Voilà. Ça, c'est énorme. Parce qu'en fait, en France, à l'époque, je sais pas si c'est toujours comme ça, contrairement aux anglo-saxons où tu commençais tôt le matin, pause déjeuner, retour et on tourne dans l'après-midi, les Français à l'époque commençaient à 11h et tournaient sans discontinuer jusqu'à 19h, je crois. Quelque chose comme ça. Juste pour l'apéro, quoi. Voilà. Exactement. Et Ken Adam dit que ça a été grosse lutte avec les syndicats, les différents techniciens, tout ça, qu'au final, ils ont fait l'effort. C'est-à-dire qu'il a réussi quand même à obtenir on dirait du crunch maintenant dans le jeu vidéo, par exemple, de travailler, de faire des heures sup et tout ça, et qu'en fait, ils se sont donnés comme des oufs, parce qu'ils étaient hyper fiers du résultat, et à tel point que en fait, les familles des techniciens venaient sur le plateau dire « Regarde mon chéri, comment ce que papa il a fait comme décor et tout ça ». Donc ils visitaient la centrifugeuse, ils visitaient la navette spatiale et tout ça, et que c'était en fait hyper convivial, quoi. Mais ça demandait beaucoup d'argent
et un travail de malade mental qui se voit, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais la production design, elle est barjo de Moonraker encore, quoi. Ah non, mais quand tu vois le film, tu te dis... on peut se poser plein de questions sur son rapport à la saga, etc. On pourrait en parler des heures. Mais en tant que film, en tant qu'aventure, il est incroyable. Les VFX de l'époque, le nom du chef des VFX était Derek Meddings, qui a travaillé jusqu'à GoldenEye sur la saga, si ma mémoire est bonne. C'est complètement taré ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que les gars, on s'en rend pas compte, mais on revoit le film, bon, oui, on voit vaguement qu'il y a du studio, tout ça, bien sûr. On va pas se mentir, ça a vieilli, évidemment. Les techniques ont changé. Mais pour l'époque, ils rembobinaient la pellicule, en fait. C'est-à-dire qu'ils filmaient un mec flotter en apesanteur, ils rembobinaient la pellicule, ils refilmaient quelque chose en surimpression, si tu veux. Et ça, apparemment, c'était hyper risqué, parce que tu te souviens quand même, dans le film, il y a des séquences de bataille spatiale, mais t'as des... Je sais pas, il y a des dizaines et des dizaines de bonhommes, en fait, enfin de personnes, quoi. Mais en plus, il fallait revenir à chaque fois. Enfin, c'est un travail de malade. Mais le truc, c'est que ça paraît idiot, ça fait sourire, mais on se pose même pas la question, on est dedans. Non, c'est clair. C'est clair. Ça a été fait, comme je te dis, avec un gros premier degré, et c'est là carrément. où ce film est intéressant, parce que on a beau le trouver, certains ont beau le trouver un peu couillon, comme tu dis, les gens qui font c'est James Bond dans l'espace, voilà. Il a été pensé avec un sérieux à toute épreuve. Ouais. Et de toute façon, pour des films avec une telle échelle. Non, mais ça même dans le traitement, tu veux dire, de scénaristique ça rejoint, comme je te dis, Alexandre Astier qui parlait des Monty Python. Oui. Qui font des films complètement débiles, mais avec un énorme premier degré sur les décors, les costumes, la musique, où là, ils vont y aller à fond comme s'ils faisaient du Barry Lyndon, quoi. Et il faut faire sérieusement une histoire qui ne se prend pas trop au sérieux, on va dire, ou un personnage qui ne le c'est ça. Fait pas et trop, moi, c'est pour ça que je trouve que Moonraker a bien vieilli et qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Un élément dont toi tu m'as parlé, ça m'a fait plaisir que tu en parles. En revoyant le film, qui correspond bien à ce premier degré, je trouve, qui est un contrepoids parfait par moments au second degré, à la frivolité de Roger Moore et de son jeu, c'est la musique de John Barry. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que moi, si je me lance, ça va me prendre 8 heures. Mais c'est vrai que oui, si vous dites John Barry à Antoine, vous le perdez. Vous aurez une émission passionnante, mais de 16 heures. Voilà. Non, mais oui, John Barry, déjà, il y a une... Alors oui, au milieu de ce film qu'on dit toujours qui est con, il y a une mort de personnage féminin. Qui est malheureusement une chose qui arrive très souvent dans la saga. Tout à fait. Et la mort de ce personnage, mais la musique est d'une telle mélancolie, et le plan, la caméra qui se tourne vers les cieux, c'est tellement violent. Au milieu, tout ça avec juste Roger Moore qui a dézingué un assassin au fusil de chasse dans l'arbre, avec une petite punchline juste après, avec un petit sourire, et ça embraye sur Rio, je crois, sur Venise. Sur Venise. Et au milieu de ça, il y a cette pauvre Corinne Cléry. Ouais. Qui meurt de manière absolument tragique. Désolé. On l'embrasse d'ailleurs, Cléry, parce que Corinne Cléry, qui a fait des pieds et des mains, enfin du moins qui a refusé maintes et maintes fois le rôle, quoi. Vraiment, hein. Et c'est Albert Broccoli qui voulait vraiment que ce soit elle, quoi. Et c'est après un dîner, je crois, à Paris, où il l'a invité à dîner et tout ça, et elle dit bon, ok, j'accepte, quoi. Et au final, elle a adoré l'expérience, quoi, vraiment. Et elle est super. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément de cette actrice. On pense pas tout de suite à elle quand on dit James Bond girl française et tout ça. Et en revoyant le film, elle est vraiment super, quoi. Elle apparaît très brièvement. C'est malheureusement pour elle, enfin pour son personnage, un des personnages qui croise le destin de James. La malédiction bondienne. Et qui est condamné en fait de par son interaction avec Bond. Interaction, c'est le mot que tu as choisi. C'est le mot que j'ai choisi. Mais la manière dont c'est filmé, il y a un tel tragique, et la musique de Barry derrière. Et on parlait de la musique. Et alors le paroxysme de la musique, c'est le thème spatial qu'on découvre. Mais on se dit, quand j'ai réécouté ça, parce que
je me dis mais c'est pas possible, on peut mettre Dune par-dessus. Est-ce que on peut mettre et là alors attention, avertissement pour les oreilles sensibles, les fans de Star Wars. Est-ce que finalement John Williams, la BO de Star Wars, c'est pas un peu nul à côté de celle-là, quoi. Ouais, là, tu penses que je provoque un petit peu ou pas? Je provoque complètement parce que je sais très bien qu'une fois qu'on aura coupé l'enregistrement, tu vas t'envoyer tout John Williams en pleurant et bien sûr. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé. Voilà, aparté, encore digression, millième. J'ai mon quatuor, hein, moi, de compositeurs fétiches, quoi. En effet, Williams. Évidemment John Barry, Morricone et Vladimir Cosma, quoi. Donc de toute façon c'est la famille, ils sont là. Mais c'était une petite crotte de nez pour les fans de Star Wars. Mais on les embrasse. Tendresse et bagarre. Mais oui, voilà. Donc la musique est extraordinaire. La musique, elle est un de ces piliers qui fait que le film est fait avec une très grande qualité, quoi. Tu sais, quand t'as la lumière qui c'est un plan que Ken Adam, pour lui c'était le plus beau plan du film. C'est quand t'as le vaisseau, la base spatiale de Drax qui apparaît avec dans la lumière du soleil. Alors là, les gars, mais franchement, si on voit ça et qu'on me dit « Oh, ça vieillit, c'est laid », non, ça ne vieillira jamais. Enfin, vraiment, le plan est incroyable. Avec Holly Goodhead, bon, alors là, il faut en parler. Super transition. Qui déclare, en voyant cette base, qui déclare de manière tout à fait détendue « Oh, c'est une cité spatiale ». Mais voilà. Oui. Mais parce que Holly Goodhead, au-delà de son sobriquet, c'est vrai que son sobriquet son nom pourrait faire sourire. Oui, les plus tordus d'entre vous, hein, bande de chenapans. Mais aujourd'hui, ça ne ferait pas sourire. Ça oui. Et alors, est-ce que c'est triste ou pas, hein, on met les avertissements. Bon. En tout cas, elle, quand on lui demande quand même ce nom, il était un peu osé, elle fait bah ouais, mais c'était cool, quoi. Voilà. Que voulez-vous. En revanche, s'il y a un truc qui me fait bien marrer quand même, qui me fait rire jaune, mais qui me fait marrer, parce que le personnage de Bond, la saga, ces derniers temps, n'a pas été vraiment en odeur de sainteté et a été beaucoup critiqué pour justement le rapport, la vision des femmes, des personnages féminins. Tu vois, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu de personnes, généralement, quand tu creuses, qui ne connaissent pas bien la saga, c'est dit en passant, qui vont te dire, mais de toute façon, James Bond, c'est machiste. Ok, alors, on se pose, on boit un verre d'eau, et on discute. Parce que, en fait, je peux entendre plein de trucs, ça mérite en tout cas quelque chose, c'est la nuance. James Bond, c'est une saga qui a 60 ans, comme tu le rappelais tout à l'heure. Donc, déjà, entre chaque film, il y a des différences. Entre chaque film, et encore plus, tu disais, c'était le 11e, entre un film de Sean Connery, un film de Roger Moore, un film de Daniel Craig, Timothy Dalton, entre les périodes, ça change énormément. Et je trouvais ça marrant, enfin ironique, parce que en revoyant le making-of, quand on demande à Lewis Gilbert, qui est le réalisateur du film, d'après vous, qu'est-ce qui a le plus changé dans la saga depuis le Dr No, donc 62, mais en un éclair, il répond « Ah, mais pour moi, c'est évident, c'est les rôles féminins ». C'est évident, mais il y a un fossé. Il y a clairement un fossé entre Dr No et No Time to Die. Ah oui. Abyssal, mais même pas que sur cette question-là. Mais ne serait-ce qu'entre Sean Connery et Roger Moore, avec la petite, je trouve quand même la petite interlude de George Lazenby, qui n'est pas on va pas s'étaler dessus parce que là, lui tout seul, il y a quelque chose à dire, mais qui rien que là fournit un personnage féminin très très fort, et très marquant. Qui entre depuis Sean Connery, où il y a clairement des passages même dans Opération Tonnerre que j'adore, qui sont très compliqués à regarder aujourd'hui. On va pas se mentir. Même ça, c'est même au-delà des questions. C'était à l'époque comme ça. Bah oui, c'est des choses qu'on n'a plus envie de voir dans James Bond. C'est évident. Mais même entre Sean Connery et Roger Moore, il y a un fossé immense. Les personnages féminins ne sont plus les mêmes entre ces deux périodes. Et pour revenir sur le personnage de Holly Goodhead, donc en effet qui nous fait marrer parce que là le scénariste encore aujourd'hui est tout content de sa blague. Voilà, dans le making of est tout content de sa vanne et tout. Mais je trouve que on laisse chercher pour les gens qui sont pas au courant de l'expression, qu'est-ce que ça veut dire en anglais Goodhead, voilà. Mais ce qui est mortel, c'est que c'est parfaitement assumé, et à côté de ça, et c'est ce que disait Lois Chiles, l'actrice donc de Holly Goodhead, elle est pas là pour blaguer, Holly, dans le film, quoi. Vraiment, hein. Et
Et c'est même assumé, et c'est montré par le film. C'est Michelle Yeoh avant l'heure, quoi. Ouais, non mais carrément, voilà. Elle est là pour taffer, quoi. Et sauf à la dernière scène, mais bref, on y reviendra, mais t'as Bond qui est le gros lourd de service dans une scène tournée au centre Pompidou d'ailleurs, qui vient voir Holly Goodhead et puis elle dit je cherche le docteur Goodhead, elle dit vous l'avez devant vous, quoi. Et là il y a vraiment un blanc mais magnifique. La scène elle est drôle, maintenant vraiment elle me fait rire parce que il est pitoyable, quoi. Et il est là, il dit une femme, genre vraiment étonnée, quoi. Et elle le rembarre, mais d'une violence. Enfin, pendant tout le film, elle est quand même. À la fin, elle distribue des bouffes. Elle est. Non, mais carrément. Elle connaît 15 fois mieux le sujet de l'aérospatiale que lui, quoi. Oui, et puis même dans qui pilote la navette, elle est au taquet, quoi. Dans leur première scène d'amour, on va pas se. Bon, oui. Là, on n'apprend rien. Les gens ne seront pas étonnés que ça finit au lit entre les deux. Mais en fait, ils sont très. Si vous n'avez vu que No Time to Die. Mais tu vois que dans cette scène de séduction, ils ne sont pas. Comment dire, ce n'est pas Bond qui a l'ascendant. Ah, pas vraiment. Ils sont tous les deux sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils sont l'un pour l'autre. En fait, quasiment, on pourrait presque dire que James Bond il est ici la James Bond girl pour Holly Goodhead. Presque. Enfin, ça peut se comprendre, mais en fait, c'est là où l'un pour l'autre, enfin, c'est tous les deux espions, et l'un pour l'autre est une relation passagère dans une mission, et tout avec le sourire, on s'en fout. C'est ça que j'aime voilà. bien, en fait. C'est quand, au bout d'un moment, en fait, ça se confond, et c'est le film le fait bien sur un cliché, sur un schéma hyper archétypal qu'on connaît depuis la nuit des temps, du moins depuis la création de ces deux entités. C'est que, en gros, c'est le MI6, et on va pas trahir, c'est pas un gros spoil, mais la CIA, je crois. Et donc, c'est ça, en fait. C'est, ok, elle taffe pour la CIA, lui pour le MI6, et voilà, c'est tout. T'as les deux camps, il y en a pas un au-dessus de l'autre, quoi. Et écoute, s'il faut se donner un peu de courage, faut travailler, c'est ce qu'il dit, faut travailler ensemble, se donner des infos, après, puis travailler, puis pas que, quoi. Ça dérape un petit peu, et puis voilà. Mais genre avec, tranquillement. Tranquille, voilà, quoi, c'est cool. C'est les années 70, les gars. C'est la fête. Mais ça, tout ce côté épicurien, on va dire. Mais c'est tout ce qui définit la période de Roger Moore. Ça me permet de faire une transition, merci. Chez Roger Moore, toute sa période est définie par un amusement de l'instant, quoi, en fait. Ouais. Roger, il kiffe. En fait, il kiffe sa race dans tous les films. Il se dit, ouais, je vais travailler pour la reine, mais je vais quand même faire un peu de tourisme, quoi. C'est-à-dire que j'aime les traditions locales. Oh, qu'est-ce que c'est typique. Il est content d'être dans chaque endroit. C'est l'idole. Putain. Il va savourer chaque boisson locale. Il y a quand même, parce que je sais que c'est un de tes préférés dans L'espion qui m'aimait, quoi. Quand il se pointe dans le désert en tenue locale. C'est magistrale. Il a un narguilé ou pas? Non. Mais ici, après, il fume peut-être un narguilé avec son pote bédouin. Mais voilà. Non, mais L'espion qui m'aimait, alors, qui est pour moi mon préféré, un de mes préférés de tous les James Bond, et mon préféré de chez Roger Moore. Moins rythmé que Moonraker, mais très voilà, il est énorme. Je vais pas partir là-dessus, mais on fera un épisode sur voir. Mais mais de voir Roger Moore en bédouin arriver sur un dromadaire dans le désert. Bon, ouais, ça fait rire aujourd'hui, mais moi qui te balance Roger Moore dans chacun, il balance des mots de la langue de chaque pays et il visite, quoi. Et ça, c'est un truc qui a plus trop chez Craig. C'est vrai. Si c'est peut-être vraiment au chausse-pied. À part peut-être un petit bonjour, voilà. Dans Quantum, il a un petit passage en espagnol. Je fais pas mal, ok. Oui, et James Bond, bordel, il parle l'allemand, il parle le français. Oui, bon, alors. Let's go, quoi. Ouais. Si tu veux parler de la fidélité au bouquin, on va revenir après, là, voilà. Mais non, mais en tout cas, c'est une facette, gros clin d'œil à, si jamais, on le sait, si jamais Edgar Wright, qui veut en faire un, veut des idées, ça serait mortel je trouve, d'assumer ce côté. Pour moi, oui, c'est évident, mais de toute façon, James Bond est polyglotte. Voilà. Et c'est quelque chose que je veux voir et revoir. C'est que Roger, c'est quand même l'idole, quoi, parce que dans chaque film, en effet, il teste, quoi. Il arrive dans Rien que pour vos yeux, il est en Grèce, il mange une figue, il boit du pif local. Il connaît évidemment tous les coteaux grecs, c'est l'idole. Mais il est exposé sud, celui-là. Voilà, la période Roger Moore, c'est vraiment
c'est clairement, on pourrait presque dire, l'une des plus fun de toute la saga. C'est l'antithèse complète de Craig, en fait, quoi. Complet. Et c'est évidemment aussi là où ça allait trop loin. Alors, ouais. Et... Non, mais... Alors, des Moonraker, tu veux dire. Alors, qu'est-ce qui, d'après toi, dans Moonraker, déjà, part en quenille, quoi. Moi, je trouve que je réévalue énormément Moonraker aujourd'hui, mais pour moi, il y a déjà quand même les prémices malheureusement, d'un n'importe quoi. Du n'importe quoi qui va atteindre son paroxysme avec Roger Moore, on va dire, déjà à la fin de Rien que pour vos yeux, complètement d'Octopussy, qui pourrait aussi faire l'objet d'une émission, mais voilà, quand James Bond se déguise en clown et qu'il fait des cris de Tarzan, on sait qu'on a peut-être atteint un certain stade, et qu'on se dit que malgré tout ça, la poursuite en gondole, c'est tout à fait cohérent. Ouais. Mais malgré tout, dans Moonraker, il y a un truc où ça pêche par moments, selon moi, c'est le comique, qui vire vraiment vers le burlesque, vers le Laurel et Hardy, quoi. Même dès la première scène, requin qui tombe sur le chapiteau qui tombe sur le chapiteau d'un cirque, ça vire après requin, tout le truc autour de requin, méchant, emblématique de toute la saga, complètement marquant dans L'espion qui m'aimait, qui est moi je trouve qu'il m'a pas traumatisé, mais il m'a quand même marqué, gamin. Est-ce que c'est le premier méchant qui revient? Parce que c'est le sidekick du méchant, en gros, quoi, qui revient. Et ça, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure un peu en off. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, on est habitué, avec le dernier Spider-Man, tout ça, quand certains fans se rassemblent pour pleurer et demander des choses, les producteurs suivent. Et moi, je pensais que c'était très lié à notre époque. Et pas du tout, en fait. Puisque Requin, il est revenu dans un James Bond grâce aux fans. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des tonnes de lettres d'enfants, principalement, qui disaient mais Requin, on aimerait beaucoup le revoir. Je comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces enfants de cette époque, parce que moi... Non, mais il était emblématique quand même, oui, ça c'est sûr. Bien sûr. Ça c'est sûr. Donc de le revoir, c'est pas déconnant. Mais en effet, là où je te rejoins, c'est dans les enfants qui écrivaient, et ils ont été très nombreux apparemment, pour demander le retour de Requin, mais en gentil. C'est-à-dire qu'ils ont demandé Requin, on aimerait bien le revoir, mais alors, est-ce qu'il pourrait être gentil? Ça serait sympa. En soi, sur le papier, très bien, mais là, il arrive vraiment, il est passé quand même d'un méchant extrêmement flippant dans L'espion qui m'aimait. La manière dont il tue l'informateur au Caire dans L'espion qui m'aimait, en ouvrant doucement sa bouche, il y a un truc extrêmement violent. Et là, les enfants, ils disent non, mais on veut que ça soit un nounours. Et en fait, là, dans Moonraker, il se retrouve à tomber dans un cirque. Il poursuit Bond au carnaval de Rio. Il se fait happer bêtement par la foule. Il se laisse. Alors la scène juste avant, c'est où il menace la fille. Moi, ça me terrorise. Il marche avec le costume et tout là. On est dans de l'expressionnisme allemand, quoi. Et puis d'un coup, il se fait. Et puis on passe dans la seconde d'après à Casimir, quoi, où il se fait vraiment happer par la foule, quoi. Alors que le gars fait quand même à peu près 800 kilos et 2m30, quoi. Oui, voilà. Et ça atteint son paroxysme où ils ont collé une romance immense avec une des suivantes de Drax, là. Mais ok, là. Alors après. Alors ça, extraordinaire, c'est qu'elle est là à Rio. Elle est en mode. Parce qu'il y a tout le truc sur le téléphérique, c'est ça oui. À Rio. Et elle est là, c'est là où il le voit la première fois. Oui. Et après, elle bosse pour Drax. Ok, parce qu'elle est là, mais genre, elle sort de nulle part. Mais vraiment, ce personnage, c'est à pleurer de rire, quoi. Enfin, c'est. Mais oui, là, toi, c'est ta limite, quoi. À mon sens, c'est ma limite parce que. Vraiment, alors il y a beaucoup de trucs très drôles, de punchline, il y a de l'humour dans Moonraker, mais là on vire vraiment dans le burlesque, quoi. On fait des clins d'œil, des poètes aux enfants. Clin d'œil, je me permets de rebondir là-dessus, clin d'œil au cinéma aussi. Ça, c'est un truc de la période Moore qui a pas mal cité d'autres films. Alors là, bien sûr, on pense à Star Wars. Tu me fais penser que j'ai oublié du coup, parce que je permets je te rends la parole tout de suite, j'ai oublié un des piliers de la sagesse de Moonraker, à savoir que au milieu de tout ça, entre les gondoles, l'espace et tout ça, on y vient. On a du western également. C'est là où je voulais aller. Et avec une base du MI6 cachée dans un monastère avec des moines qui font du kung-fu. Non mais incroyable. Immense. Incroyable. Mais oui, Et donc du coup, séquence western avec Roger en pancho et la musique des 7 mercenaires. Rien à foutre, on met la musique. Mais on en a rien à foutre, quoi. Et dans le film d'après, Rien que pour vos yeux,
rebelote, citation des Dents de la Mer. Avec le thème, mais le thème, quoi, vraiment. T'as le thème des Dents de la Mer de John Williams. Ou également dans Moonraker, à un moment, Bond compose un code ou un truc, et c'est le thème de Rencontre du troisième type. C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment des films, à cette époque, tu parlais de Tarzan dans Octopussy et tout ça, le rien à foutre, était quand même, jamais de la vie tu vois ça dans un Craig, quoi. C'est impossible. Bien évidemment, mais parce que ça n'aurait plus aucun sens, quoi. Même s'il y a beaucoup de trucs qui ont aucun sens dans les Craig. Mais ça c'est clair, oui. Mais ça c'est toute l'ironie du truc, tu vois. C'est de se dire on est très sérieux, on fait un drame psychologique sur c'est un guerrier, c'est un soldat, James Bond. Puis bon, en fait, Spectre, quoi. Je vous renvoie à Spectre et à No Time to Die. Voilà. Il y a qu'à se baisser pour ramasser les incohérences scénaristiques, quoi. Mais... Et on s'est éloigné de non, Roger. Non, mais voilà, c'est ça qui est beau à la fois. Et dans toute la période de Roger Moore, c'est que c'est comme ça allait trop loin avec Pierce Brosnan, comme ça allait trop loin avec la fin de période de Sean Connery, où il en a clairement plus rien à foutre, et c'est pénible à voir. Dans Les Diamants sont éternels. Mais que tout le fun de la période de Moore, moi je trouve avec le recul, et même si ça allait trop loin à la fin, ce qui est beau dans cette période, c'est que la période de Roger Moore succède au dernier connerie, Les Diamants sont éternels, mais qui est vraiment très 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 à part, très bancal. Surtout qu'il arrive après, qui reprend son rôle alors que George Lazenby avait fait au service secret de Sa Majesté. C'est ça, on a rappelé Sean Connery, quoi. Bref, on va dire plutôt que Moore, ça succède à Lazenby, en gros, qui est quand même vraiment un petit ovni, bien sûr, dans toute la saga. Film magnifique d'ailleurs. Film vraiment, voilà, pour le coup, un des plus émouvants de la saga, et qui se termine ultra repris par Craig. Complètement. Film matriciel. Même repris. Un point de non-retour de mon côté, quoi. Même repris par Hans Zimmer à un point de. Attention. qui réutilise bêtement le thème dans No Time to Die. Mais on s'éparpille. C'est que au service secret de Sa Majesté, qui se termine sur un événement tragique, qui est même sans précédent chez James Bond. Et après, il y a toute la période Roger Moore, qui commence assez sobrement, parce que Vivre et laisser mourir, c'est assez... après, quand même, on est à Harlem, on boit du Bourbon, on est bien, quand même. On est bien, mais c'est quand même une période vraiment faste, de fun, etc., qui pendant vraiment 4-5 films tient la route. C'est marrant ce que tu dis, quand même, il est sérieux. Les personnes qui aiment bien James Bond se souviendront de la première scène de Vivre ou laissez mourir, de la deuxième scène, pardon, de la première où on voit James Bond. Bon, c'est un peu le leitmotiv de la carrière de Roger Moore, quoi. Voilà. Avec un gadget aimant, on va dire, aimanté, qui permet plein de trucs. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et voilà. D'ailleurs, Roger Moore première apparition de Roger Moore, il est en peignoir. Extraordinaire. C'est chez lui, dans un penthouse. Non, ce que je voulais dire, c'est que comme Au service secret de Sa Majesté se termine sur un événement tragique, et en fait pour moi, avec le recul, mais je pense pas que les gens pensaient à ça à l'époque. je pense pas non plus. Mais j'aime que tu t'empares de ça, quoi. Je m'empare. C'est toute une période de déni, la période de Roger Moore. C'est-à-dire qu'en fait il fait un deuil, et c'est-à-dire que c'est maintenant, pendant 15 ans, on va s'éclater. Pour moi, la vie va commencer. on va faire un montage de Roger Moore, après le deuil, quoi. Non, mais et voilà. Là, ça part. Ça part. C'est je voyage, je m'amuse, mais je fais du ski avec de la disco dans l'espion qui m'aimait. Voilà, j'ai une Lotus Esprit sous-marin. Oh la vache, j'en ai rien à foutre. Esprit, les mecs, putain. Je suis en dromadaire dans le désert. Bien sûr. Bon, je me déguise en clown, il n'y a aucun problème s'il faut, quoi. Et bien évidemment, ça va trop loin parce que je fais Tarzan en Inde dans Octopussy. Enfin voilà, c'est allé trop loin. J'ai des robots sous-marins crocodiles dans Octopussy. non, mais c'est... Franchement, on pourrait faire un podcast dédié, une série de podcasts dédiés qu'à Roger Moore. C'est incroyable. Et surtout à notre époque, en fait. C'est en ça, on revient un peu, on reboucle la boucle, on va essayer d'aller ailleurs du coup. Mais c'est de se dire, c'est tellement l'antithèse, quoi, des 15 ans de Bond qu'on vient d'avoir et qui ont produit des super films. On l'a rapidement évoqué, mais Casino Royale, c'est des films qu'on aime tous les deux. Quantum, on déteste pas Daniel Craig, loin de là. Skyfall, pour moi, un film magnifique, un des meilleurs James Bond de la saga. C'était la meilleure manière de finir Daniel Craig. Mais exactement. En tout cas, c'était
dans leur ligne directrice d'humanisation du personnage. La boucle était bouclée et c'était pour moi en tout cas, juste le point limite de là où ils pouvaient aller dans l'humanisation du personnage. Et eux ont décidé que non. On pouvait faire plus encore. Et certainement qu'on pourrait encore faire plus que No Time to Die, quoi, et trouver des trucs encore plus, des situations plus triviales encore. Et Roger Moore, c'est l'inverse de ça, quoi. C'est l'autre côté de la pièce, quoi. C'est incroyable. Et cet esprit, en tout cas, fun, enfin vraiment assumé de fun, de glamour même, et cette décontraction, on va dire, du personnage, le fait de repousser les limites technologiques, techniques, ça leur a donné raison, puisque le film a été un carton monumental à l'époque. Donc on rappelle, c'était un budget de 34 millions d'euros, ça a rapporté 210 millions d'euros. Enfin, pour l'époque, c'est sans commune mesure de très très loin le film le plus rentable et le plus dingue, le succès le plus dingue de la saga. Il leur a fallu attendre GoldenEye en 95 pour retrouver un tel succès. Ouais, c'est pas étonnant parce que là, les Roger Moore suivants, Moonraker, ne sont quand même pas considérés comme des grands bondes, même si j'ai une affection particulière pour Rien que pour vos yeux. Bien sûr, non mais vous l'aurez compris, en chaque film on trouve des trucs cool, et sur la fin de Bond de Roger Moore, il y a aussi plein de trucs à Et la réponse à Roger Moore, qui est Timothy Dalton, qui est vraiment... C'est mortel. Je me demande si c'est pas mon chouchou, tu vois. Dalton, c'est un de mes préférés aussi. Mais voilà, il mérite aussi ses podcasts. Mais qui est quand même qui sont deux films assez boudés par le succès, et voilà, qui apportent un Bond clairement beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus sombre, mais que je recommande vraiment à ceux qui n'ont pas vu de regarder. Les deux films, même si tu n'es pas joué à des longueurs, mais magnifiques, vraiment émouvants, et tu sens que que GoldenEye a été un Casino Royale avant l'heure. C'est-à-dire que parce que ça a énormément d'écart, 6 ans entre Permis de tuer et GoldenEye, ce qui est la plus grosse pause dans la saga à ce moment-là. Et tu dis c'est pas nouveau, parce que GoldenEye est le Bond qui arrivait dans l'ère déjà des blockbusters modernes, si j'ai envie de dire, quoi. Et du coup, avoir aussi en tête ce basculement, là on parle d'une pièce et des deux faces que représenteraient Craig et Moore, d'avoir en tête, en tout cas, je pense que c'est vraiment conscientisé même par les producteurs, etc., de se dire, bon, là on est allé au bout d'un processus avec Daniel Craig, ça y est, la boucle est bouclée, et on a atteint la limite d'un truc. Je te pose la question, c'est une question très ouverte, Stéphane, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre d'un prochain Bond, quoi? C'est là à la fois mon plus grand espoir et ma plus grande inquiétude, pour ma part, parce que le prochain Bond, déjà au-delà du suspense de qui sera le prochain acteur, c'est vu qu'on était très sérieux avec Daniel, on va peut-être revenir vers quelque chose de beaucoup plus léger. Attention, léger, je veux pas dire non plus humoristique, et c'est ça. À la fois, je pense que ça pourrait nous faire de dingue. Carrément. Parce qu'on pourrait s'éclater. Si on remplit ton fantasme de voir Edgar Wright à la réal, ce serait formidable. Edgar Wright qui a parlé de ça, justement, en interview, quand on lui en a parlé, et qui a dit, en gros, que lui, il adorait le chocolat noir. Il a pris cette métaphore-là, et il dit que pour lui, la saga Craig, c'est du très bon chocolat noir, très corsé, très amer. Mais que là, il lui faut du chocolat au lait avec de la chantilly. C'est ça. Donc il faut Roger Moore, quoi, en gros. Il nous faut. Je sais pas s'il faut revenir à Roger Moore. Il faut revenir à s'inspirer plutôt de ça. Voilà. Mais ou même Brosnan, en fait, qui mine de rien avait un bel équilibre. Bon compromis, qui a un peu dérapé à la fin, mais. Qui a su le faire, en tout cas, par instant. Mais ce serait, moi, j'adorerais voir aujourd'hui un James Bond un peu plus... J'aime pas dire le terme second degré, parce que c'est pas... On a bien vu tout à l'heure que même le second degré est fait avec premier degré. Ouais. Mais ce serait aussi mon inquiétude, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être mon moment un peu vieux con, que les grandes productions ne s'hydratent pas un peu, ils réfléchissent pas un peu avant. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on se dise « Ah, il faut que James Bond soit rigolo ». Et qu'on vire, parce que
on va pas partir sur le danger de la marvelisation, etc. Parce que je pense que l'ère Daniel Craig a souffert de ça. À savoir de tout relier. Nonalisation et la série télé aussi. C'est-à-dire que voilà, de tout relier. Je pense que clairement le plus grand mal de la série de l'ère Craig, c'est ils ont ressenti le besoin de tout relier, de créer un James Bond verse, etc. Quoi, de faire des clins d'œil au précédent en introduisant un méchant emblématique, etc. Sans se poser en amont, pour essayer de poser les bases de cet univers-là et d'avoir des films qui se relient, ce qui n'avait jamais été fait avant Craig. Oui. Avant Casino Royale. Si ce n'est quelques petits fils conducteurs, mais exactement, mais pas à ce point. Et là, le truc, et c'est de l'aveu même des producteurs, c'est qu'ils faisaient film après film. Enfin, ça paraît délirant. Moi, c'est un truc que j'aimerais retrouver. Un film, une histoire. Ah, carrément. Déjà, on retrouve ça, on est ravis, quoi. Franchement. Déjà ça. Parce que voilà, moi, c'est mon opinion que. Ça n'a rien apporté. Un film doit se suffire à lui-même. Surtout James Bond, quoi. Enfin, il y avait vraiment ce truc-là, quoi, de se dire. Que tu peux regarder n'importe lequel. Exactement. Et tu vas t'amuser et tu sais à quoi t'attendre. Mais c'est tout en pouvant être surpris. C'est pas l'objet du débat parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais rappeler quand même un événement majeur de ces derniers mois, c'est qu'Amazon a racheté la MGM et que s'ils ont l'envie, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, Nick, The Bee, moi je fais ma série spin-off sur Moneypenny, sur Q. Et alors pour l'instant, ils ont l'air de dire qu'ils veulent rester sur un modèle très cinéma, tout ça, mais rien ne les empêche de faire ça, quoi. Rien. C'est assez terrifiant quand même. Peut-être que voilà, les gens plus jeunes aujourd'hui trouveront ça génial parce que c'est une manière de retrouver un héros décliné sous multiples facettes. Moi, je trouve que voilà, si la série a tenu autant de temps, malgré des périodes très compliquées, on va pas se mentir. Bien sûr. Pour moi, il y a toujours James Bond et les autres, quoi. S'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il est en marge de tous les autres héros de blockbuster, les héros de films d'action. Il est là à côté. Et pourtant, il est devenu un cliché de lui-même. Et c'est ça qui est fascinant. Moi, voilà, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être la suite, qu'est-ce que ça va être le prochain. Bien sûr. Mais je souhaite revenir à... Enfin, on va dire, on veut être surpris, mais... Si c'est du extrêmement sérieux, mais bien fait, à un niveau de Skyfall ou de Casino Royale, pas de problème, on y va. Bien sûr. Mais... moi, j'aurais aussi peur d'un virage beaucoup trop humoristique, parce que... Tout à fait. Et voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on panique en se disant mince, il faut faire rire, on a relié l'univers, enfin voilà. Et un point aussi que j'aimerais revoir, et c'est là où tu vas pouvoir m'aider, parce que je dois confesser, je n'ai pas lu les livres de Ian Fleming. Et je les ai pas tous lus, mais t'en as lu quelques-uns. Et l'idée, c'est que, en tout cas, c'était un leitmotiv et une rengaine à chaque fois d'Albert Broccoli, donc un des producteurs historiques de la saga, c'est de se dire, quand vous êtes perdu, quand vous ne savez pas où doit aller le personnage, retournez au livre. Ça, j'ai l'impression, alors je sais pas pour No Time to Die, No Time to Die, on l'a dit, pour moi, au lieu de revenir au livre, c'est une sorte de remake déguisé Au service secret de Sa Majesté. C'est comme ça que je l'interprète. C'est une sorte de remake, reboot qui reprend ces thématiques-là. Et du coup, voilà, peut-être que la réponse est dans les livres, quoi. Comme c'était le cas à l'époque pour Moonraker. C'est drôle parce que Moonraker, en ayant lu le roman, bon, c'est assez drôle parce que le film n'a rien à voir, quasiment. Enfin, on n'est pas du tout aux quatre coins du monde. On est dans les falaises blanches près de Douvres, en Angleterre. Ouais. Il y a Hugo Drax qui est un philanthrope aux yeux du monde, et il y a une histoire de fusée, mais ça ne va pas du tout dans l'espace. La menace est moindre, enfin, quoique nucléaire quand même, mais moindre. Voilà, c'est beaucoup plus. C'est M qui demande à Bond est-ce qu'on peut aller. Je soupçonne Drax de tricher. De tricher aux cartes. On va aller le voir au club. Je sais plus quel jeu de cartes il joue.
voilà, avec des chapitres entiers sur les mains de cartes. Enfin voilà, on imagine Ian Fleming en groner du casino, de casino, de jeux de cartes. Voilà, rien à voir. Et ça, Broccoli disait en interview que c'était normal entre guillemets, que ça faisait partie du processus de Bond, mais d'adapter. Il dit depuis l'écriture du roman. Armstrong a marché sur la Lune et donc du coup ça peut pas juste être une petite micro-fusée quoi. Ça doit être un truc costaud quoi. Ce que tu dis sur Broccoli qui dit qu'il faut aller repiocher vers les livres, mais le vrai bouquin Moonraker a servi à alimenter des films de l'ère Brosnan, à savoir Demain ne meurt jamais et surtout le dernier Meurt un autre jour. S'inspire en grande partie dans son intrigue du roman Moonraker quoi. Carrément. Je pense que il est l'heure de, parce que de toute façon là on peut, vous l'aurez compris, on est en boucle, vous mettez une pièce et c'est parti, donc on pourrait faire des heures, il va falloir qu'on conclue sur Moonraker. Soyez indulgents, voilà. C'est exactement. Mais en tout cas, quel plaisir ça a été de revoir ce film pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. N'hésitez pas, n'écoutez pas forcément les mauvaises langues dire que c'est un nanar. Faites-vous votre avis quoi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on trouve que c'est un nanar, on passe pas un mauvais moment parce que si c'est un nanar, vous allez vous marrer, ça c'est clair. Et le film est vraiment fun et pour nous, c'est avec émotion qu'on clôture ce segment sur Moonraker parce que Stéphane, c'est un opus particulier pour nous quand même. Oui. Pourquoi? Pourquoi Eh ben écoute, il s'avère qu'en me plongeant dans la lecture des romans, j'ai découvert le titre qu'avait la traduction française de Moonraker dans les années 50, 53, lors de 54. Lors de sa parution en France, il ne s'appelait pas Moonraker. Il avait un nom bien particulier et ce nom c'est Entourloupe dans l'Azimut. Une petite question. Quand on a 5 heures devant soi, Ario, comment les tue-t-on quand on ne danse pas la samba? Incroyable, Moonraker. Idole. Moonraker, c'est l'idole. On arrive à la dernière partie de notre premier épisode. Et alors, cette partie, là c'est bon, on peut relâcher un peu les boutons du Falzar. On part sur un petit jeu. Alors, un concept qu'on va breveter, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va le pitcher certainement en démol ou à... On n'invente rien, attention. Non. On n'a pas la prétention d'inventer. Non, certainement pas. Mais on pense que ça peut fonctionner. Et en revanche, on n'a pas le nom du truc, quoi. Non, on n'a pas le nom. Et vu je pense qu'on va avoir une communauté assez massive... qui va se chiffrer en milliards d'auditeurs. Donc on compte sur vous pour nous aider à trouver le nom. Le principe du jeu, il est très simple et vous l'avez peut-être déjà fait en soirée. Alors vous allez dire super, les soirées chez Entourloupe, elles sont quand même, elles sont pas ouf. On fait ça quand même avec un petit limoncello quoi. Oui. Là c'est bon. On en a plus. On n'a plus rien à foutre. Le principe, c'est que l'un ou l'autre va donner 2 noms du cinéma, acteur ou réalisateur, ou actrice, réalisatrice. Exactement. Qu'importe. Et le but, c'est de les relier par leur filmographie interposée. Avec ou sans aide. Alors, on va essayer de faire sans aide d'Internet. Sans aide, mais voilà. Mais en revanche... Ah non, sans aide d'Internet. Sans aide d'Internet. Ah en revanche, moi, il faut quand même... Voilà, on va vous éviter les périodes de blanc, les... je sais pas. Il faut que le copain en face... Voilà, tout ça, c'est tendresse. Encore une fois. Donc, en face, il faut... Tout ce but, c'est de montrer... Quelle merveilleuse famille c'est le cinéma, quoi. Mais c'est avant tout une grande famille, j'ai envie de dire. Sans aucun coup de pute, jamais. C'est le collectif. Le collectif, c'est... Présentez-vous. C'est qui je suis. En effet, c'est le collectif. Qui commence? Antoine. J'y vais? Non. Ah putain, c'est moi qui... Oh d'accord, ok. Antoine. Oui, Stéphane. Relis-moi. Oh, bordel. Mais attention, il va y avoir une contrainte. Parce que les deux en soi, c'est facile. Relis-moi Jean-Pierre Daroussin à Samuel Le Bihan. Et là, tu te dis fastoche, c'est français, mais non. Je veux que tu passes, thématique de l'émission, je veux que tu passes un moment par James Bond. Hein? Mais c'est super dur, mec. Par James Bond? Ah, j'ai peut-être.
Daroussin. J'ai réussi à le faire. Je l'ai. Daroussin. Attends. Oui, si, easy. Oh merde. Daroussin, Monica Bellucci dans Combien tu m'aimes de Bertrand Blier. Ok, bon bravo. Dans Combien tu m'aimes de Bertrand Blier, Monica Bellucci, Samuel Le Bihan, Pacte des loups. Bon, c'est voilà. Donc je me suis fait. Allez la suite. Laver à mon propre jeu. Alors t'avais quoi toi? Moi, mais je l'ai fait passer. Parce que Monica Bellucci, Spectre, évidemment. Voilà le James Bond. Quoi. Moi, je l'ai. Mais laisse tomber. Moi, j'ai fait passer de comment dire, de Daroussin à Kassovitz. Par le Bureau des légendes, Kassovitz qui a tourné avec Vin Diesel dans... Mais t'es parti turbo loin, mec. Ah, mais Vin Diesel qui a tourné avec... Avec Spielberg... Mais t'es allé où, là? Hein? T'es allé où, là? T'es allé rame, là? C'est où, là? Spielberg, il a fait... Spielberg qui a tourné avec... Denise Richards, je crois pas, non? Claudine Auger, non? Attends, mais en plus, ça y est, déjà, du coup, je me suis perdu dans mon propre truc, quoi. Bah, il y a forcément un acteur ou une actrice qui a tourné avec Spielberg, qui a tourné dans un Bond, mais... Bien sûr. Non, c'était Spielberg, voilà, qui a tourné avec Matt Damon qui a tourné avec Russell Crowe. Arrête Spielberg, Vin Diesel, il a tourné avec Matt Damon, hein. Dans Il faut sauver le soldat Ryan. Bah oui, je suis con. Non, mais je te rajoute des trucs, moi. Mais c'est Limoncello, je pense. Loin, c'est voilà. T'es parti trop loin. Mais je pense que je suis parti loin. Bref, et j'arrivais de Russell Crowe à Ryan Gosling. Non, mais c'est pas possible. mais c'est la merveilleuse histoire du cinéma. T'es parti partout, là. Voilà, mais voilà. C'est vrai que Ryan Gosling. Avec ton itinéraire, Jean-Pierre Daroussin a croisé tout ce beau monde. Quand même. C'est quand même incroyable. Ryan Gosling. Dave Bautista dans Blade Runner. Dave Bautista on arrive enfin à James Bond, Spectre. Qu'il est fort. Voilà. Daniel Craig avec... Dave Bautista. Bah, Dave Bautista, il a joué dans un James Bond. Oui, oui. Ouais, donc Spectre. Mais du coup, il faut aller. Samuel Le Bihan. Oui. Et Léa Seydoux, non? Léa Seydoux, elle a joué dans La Belle et la Bête de Christophe Gans, Pacte des loups. Samuel Le Bihan. Bah ouais, j'avais trouvé un autre chemin encore plus long parce que je t'ai passé par John. Je passé par John. Non, je t'ai passé par John Wick. John Wick. Oui, pour relier Keanu Reeves à. Rassure-moi, pour aller faire Paris-Marseille, tu passes par où? Parce que tu vas quête là. Non mais laisse tomber. Non mais bien joué. Tu m'as séché. Voilà. Écoute, bon ben. Sachant que de toute façon, il n'y a pas de compétition. Oui. Vivre ensemble. Voilà. La compétition, quoi. Non, je ne mettrai pas ce sample. Dis-moi le tien pour que je passe 45 minutes Alors, dessus. Alors, j'en ai plusieurs. Voilà. Je cherche le plus facile, parce qu'il y en a des vraiment relous. Alors si, ouais, j'en ai un facile. Enfin, facile. Je voudrais que tu relis, s'il te plaît, Jane Campion. Oh, putain. Et Aldo Machon. Non, putain. Alors il est réalisable. Hein. Je suis séché d'entrée. Je t'admets, grosse lacune, par Aldo Machon, parce que je vois très bien qui c'est, mais j'arrive pas trop de films? J'arrive pas trop à... Eh ben, je vais te donner un film. L'aventure, c'est l'aventure. De Lelouch, avec Lino Ventura, tout ça. Ok, c'est bon. Tu l'as? Non, mais Et tu fais dans le sens où tu veux, hein. Soit de Campion à Machon, soit l'inverse. Hein. On est d'accord. Il fallait juste que tu m'aides un peu avec Machon, je te remercie. Donc... Campion, on est d'accord qu'elle a tourné avec Harvey Keitel dans la leçon de piano. Ouais, tout à fait. Je dis pas de bêtises. Tout à fait. Voilà. Je pense c'est marrant, on va partir d'Harvey Keitel, je pense, pour aller jusqu'à Aldo Machon. A priori, les filmos, bon, ça va pas se croiser tous les matins. Ça a l'air compliqué. Vas-y, suis ton intuition. Harvey Keitel. Harvey Keitel, oui, on est... Donc il faut que t'ailles au cinéma français, j'imagine. Oui, on peut y aller par... Depuis Harvey Keitel, on peut y aller depuis... qui a tourné avec Tarantino. Non, mais là, tu pars trop loin, là. Bah ouais, il a tourné... Ouais, bon, si tu veux. Allez, il a tourné avec Tarantino. Voilà, bon, Tarantino a tourné des acteurs français. Bah oui, Mélanie Laurent. Voilà, super. C'est pas la meilleure qui me vient à l'esprit, mais voilà. On l'embrasse. Mélanie Laurent, alors là... Faut s'hydrater un petit peu, ouais. Bah, je suis en plus à Filmo, je vois bien Marion Cotillard dans Dick Neck pour partir vers un panel de cinéma français un peu plus large. Fais donc. On est d'accord que s'il y avait des points perdus
par étape, tu serais à 0. Hein. Ouais. Genre vraiment. Ouais, mais je suis. Non, mais tu sais quoi, on fera évoluer la formule et on essaiera. Tu sais, comme pyramide, quoi. En 5. C'est. En 2. Alors attends. Donc t'étais à Marion Cotillard. Marion Cotillard. Aldo Machon. Là, c'est. Bon, c'est quand même. C'est jouable de ouf. C'est jouable. Mais pour déjà un truc, je t'ai dit tout à l'heure, l'aventure, c'est réalisé par le louche. Là, il y en a. Hein. Il y a, on va... Allez, le louche. Tu sais que je transpire un petit peu, là. Tu es en direct, mais non, mais avec la joie du montage, je ferais passer ça en un coup de cuillère à peau. Alors, attends, mais on va la voir. Et là, je suis sûr, t'as 2-3 auditeurs un peu là-dessus. Mais non, mais n'importe qui, moi. Mais non, c'est quoi ça avec Stéphane, avec 2 acteurs, je te l'ai relié, c'est bon. T'as un Lelouch récent en tête ou pas? Le Lelouch récent. L'été machin là, non? Hein? Ah, je confonds. Je confonds avec Conzo, rien à voir. Non, mais le Lelouch, mec, il a fait un film avec un acteur. Enfin, il a fait des films avec un acteur très proche de Marion Cotillard, quoi. Alors pas très proche au sens où on peut, voilà, mais proche de Cotillard de ouf. Non, parce que je t'explique tout de suite que je ne passerai jamais ce jeu. Alors je sais qu'on n'est pas là pour condamner, mais jamais je ne mentionne Guillaume Canet. Voilà. Même si ça me permet, si tu veux, de relier les acteurs en deux noms, je me dis, voilà, on ne passe pas par Guillaume Canet. Non, on passe pas par la case sous prix, mais on l'embrasse pourtant, Guillaume. Quoi. C'est compliqué, quoi. Voilà. C'est parti. Lelouch, il a fait un film avec un acteur très connu français. Non, tu l'as pas. Non, mais si tu l'as pas, passe par autre chose, mec. Le mec est cuit, il est rôti, quoi. Attends. On se Cotillard. Deux secondes. Cotillard. Aldo Machon. Aldo Machon. Je t'aide ou pas? Ouais, mais avec le louche, tu vas m'aider? Bah ouais, mec. Non, mais en 2 coups, c'est terminé, mec. Bon, bah vas-y. Le louche, il a fait un film avec Dujardin. Lequel? Ça s'appelle 1+1, je crois. Avec Elsa Zilberstein. Bon, bah, Cotillard dans les petits mouchoirs du jardin et son scooter. Et voilà. Non, mais c'est bon. Et du jardin, enfin, le louche, Aldo Machon, merci, au revoir. Ah, mais parce que Machon a joué avec le louche. Putain, non, mais. Ah oui, non, mais là, il faut faire une pétition, là, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'en ai un autre, je suis déçu. Allez, c'est parti. Alors, j'avais un autre itinéraire, je le propose. C'est pour ça que je t'ai dit d'autres acteurs de la leçon de piano. Dans la leçon de piano, il y a Sam Neill qui joue dans la leçon de piano. Tu connais Sam Neill? Oui. Non, mais je vais. À vrai dire, je me connais mieux en Sam Neill qu'en Lelouch, en fait. Voilà, Sam Neill. J'embrasse tous mes profs de mes études d'école de cinéma qui me voient bugger complètement devant Lelouch. Sam Neill, il a joué dans un film qui s'appelle Possession avec Isabelle Adjani. Ah oui. Isabelle Adjani, elle a joué dans La Gifle avec Lino Ventura. Ouais. Ventura, il a joué dans L'aventure, c'est l'aventure avec Aldo Machon. Ouais. Jane Campion, Aldo Machon. Nous y voilà. Alors, c'était pas facile. Hein. Non, il est pas facile. Mais merde, c'est le plus facile que j'avais. Alors, oh putain. Est-ce que tu peux relier? Je peux confesser un truc. Vas-y. À chaque fois, mon cerveau met un temps à remettre. Mais c'est horrible, hein, c'est débile. Hein. Le louche et le comte. Non, mais c'est trop con. Je sais, c'est le nom. On les embrasse. Voilà. Deux idoles. Voilà. Deux idoles. Mon père a confondu, mais c'est incohérent. Mais Gilles Lelouch ou mais mon père a confondu pendant des années Mel Gibson et Bruce Willis. Pour lui, c'est les mêmes. Alors que non, je vois pas quoi. Mais et nous, on confond souvent les sopranos et les choristes de deux œuvres. Non, mais après, moi, j'avoue que pendant très nombreuses années, je confondais tout le temps Matt Damon et Mark Wahlberg. Mais Marc. Oh là là, mais j'ai failli recracher mon limoncello, mais ça, non mais c'est honteux. Bref. Bon, allez, un autre. Tu vas te refaire là-dessus, j'ai foi en toi. Peux-tu relier, s'il te plaît, les frères Bogdanov? Oh putain, la vache. et Fritz Lang. Ce lien existe. Non mais vraiment, je ne mens pas, ça existe. Alors en fait, j'ai envie de Bogdanov. Oui, suis ton instinct. J'ai envie de partir de Bogdanov, de ce merveilleux film très niche qui est nommé Le Fruit d'espoir. Oui, putain. Dans lequel il y a Robert Hossein. Putain, mais oui, mais il y arrive. Putain, t'es trop fort. Oui, mais alors après de Robert Hossein à Fritz Lang. Tu l'as. Non mais je l'ai pas, je pense. Si. Robert Hossein a joué dans un film qu'on adore tous les deux. On espère faire un épisode dessus.
Oui. Avec une idole. Oui, mais bon. idole parmi les idoles. On voit très bien, mais sauf que tu l'as. Cette idole-là, oui. Bah, c'est Belmondo dans Le Professionnel avec Hossein. Belmondo, Fritz Lang. Alors là, c'est là que tes années d'étudiant devraient revenir. Bah, mon cher Antoine, je suis désolé parce que Fritz Lang, je sais qu'il a fait quelques films hollywoodiens. Oui. Enfin, il a pas quelques, il a une période hollywoodienne. Je te donne un gros indice. Ce n'est pas en tant que réalisateur que Fritz Lang est relié à Jean-Paul Belmondo. C'est en tant qu'acteur. Bah alors là, tu me sèches. Parce que je vous le dis pas clairement, j'ai pas la rêve de Fritz Lang acteur. Oh putain, il l'a. Oui. C'est pas un film où il joue un simili de son propre rôle. Oui. Un truc comme ça. Il joue son rôle. Il joue son propre rôle. Putain, je l'ai. Il l'a, putain. Non, mais encouragez le bordel. Alors, non, mais tu l'as 20 fois. Non, je l'ai pas, mais je sais que ce film existe. Ah putain, non. Oui, si. Un film français ? Oh oui. La Nuit américaine ? Non, plus encore avant et encore plus Nouvelle Vague. Genre, tu penses Nouvelle Vague, t'as celui-là qui débute. Le Mépris ? Oui. Et Le Mépris, réalisé par, pardon. Godard. Donc, on était parti de qui ? Belmondo. Bah voilà. Et voilà, allez, c'est parti. Pierre le Fou. Voilà. C'est, bravo, les trompettes pour toi. Bravo, tu as relié les frères Bogdanov. Non, mais incroyable. C'est quand même, quand même celle-là. Non putain. Une petite dernière ou pas ? Parce qu'il y en a une encore plus musclée. Hein. Bah, elle est hardcore, il va falloir que je t'aide de ouf. Tu me teases tellement, mais là, en fait, ça fait presque la durée de l'émission. Oh, allez, c'est pas grave, on fait un podcast. Lequel ? Alors putain, non, il y en a deux. Il faut qu'on termine. Il faut que je fasse les deux. Mais il y en a un, je le lirai parce que c'est introuvable. Celui que tu peux trouver, c'est relier Jacques Rivette. Ah oui, vas-y. Et Lorenzo Lamas. Alors attends, en vrai, je sais comment sortir de Jacques Rivette. Parce qu'il y a Emmanuel Béard dans la Noiseuse. Oui, la Belle Noiseuse. La Belle Noiseuse. Film de 4 heures, incroyable. Putain, mais tu vois, je suis mauvais en Lelouch, mais j'ai vu La Belle Noiseuse qui dure 4 heures. Tu l'as vu, mec ? Ouais, les études. Ouais, les études, Les études de dessin, non ? Non, mais c'est ça. Non, mais je te jure. Ah non, mais on a dû le voir dans le cadre j'ai dû le voir dans le cadre de mes études. Alors oui, donc Emmanuel Béard, on peut partir même sur Mission Impossible, Brian De Palma. Mais Lorenzo Lamas. Très bien. Non, mais faisons ça. Tu veux l'autre bout ou pas ? Non, mais sauf que Lorenzo Lamas, je vois pas comment sortir du rebelle. Eh bah, je vois pas que d'autres. Moi, tout seul, je n'ai pas réussi, mais grâce à la puissance d'Internet, j'ai réussi. Savais-tu, mon cher Stéphane, que Lorenzo Lamas a un petit rôle dans Grease ? Ah, bon, bah, du coup, c'est. Et moi, je ne savais pas. Eh bah, je t'en prie, place, parce que du coup, t'es parti sur Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, c'est parti. Emmanuel Béard qui a joué avec Tom Cruise dans Mission Impossible, Tom Cruise qui a joué dans Volte-Face avec Travolta, Grease. Attends. Quoi, Tom Cruise qui a joué avec Travolta Tom Cruise. J'ai confondu. T'as confondu Nicolas Cage et Tom Cruise. Mais c'est honteux. Non mais attends, mais t'en as un. Bah là, il y en a un énorme. En revanche, il y a un lien entre les deux, mais tu peux pas mettre Tom Cruise dans Volte-Face. C'est interdit. Qu'est-ce qui m'a pris ? Je sais pas. Mais c'est honteux. On peut pas mettre. La foule est choquée. J'ai ce sang. Pourquoi dans ma tête c'est paru, mais genre sans transpirer, pour moi ça paraissait normal, mais en fait, mais non, mais c'est. Tom Cruise, Nicolas Cage. Oui, bon, Tom Cruise, John Woo, Volte-Face, Nicolas Travolta. Donc, Travolta, Grease, Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas a joué dans Grease. Mais écoute, j'ai vu ça sur Wiki, j'en sais rien après. Non, mais apparemment un petit rôle, tu vois, Mais bon, évidemment, Lorenzo Lamas, le rebelle, l'idole, parmi les idoles. On fera peut-être un épisode sur le rebelle, si vous nous le demandez, parce que le rebelle, sur Magnum, c'est possible, c'est même fort probable. Ah, mais l'épisode sur le rebelle, sur le rebelle, c'est chaud. Je vous livre le dernier. Je suis pas peu fier du dernier. C'est relier Louis Jouvet et Britney Spears. Figurez-vous que Britney Spears n'a fait qu'un film, donc c'était chaud en plus. Elle a joué dans Crossroads. Et dans ce film, que je n'ai pas vu, si des auditeurs, auditrices l'ont vu, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Il y a une actrice qui s'appelle Kim Cattrall. Kim Cattrall, qui joue, tu sais, Samantha, je crois, dans Sex and the City. Ah non. Et oui, elle joue dans Hold Up, parce que c'est une actrice canadienne qui parle le français. Avec l'idole Bébel. Avec également l'idole, parmi les idoles, Jean-Pierre Mariel. Kim Cattrall, Jean-Pierre Mariel, Henri Descoings, qui a été réalisateur de Louis Jouvet sur de nombreux films. J'en cite un au passage, de nombreux films. J'en ai au moins noté 2.
Les amoureux sont seuls au monde et Entre 11h et minuit. Voilà, 2 films d'Henri Descoings avec Louis Jouvet. Louis Jouvet, Britney Spears, même combat, la grande famille du cinéma. Ceci est un appel à aider Antoine, en fait, s'il vous plaît, parce que Antoine est visiblement a besoin d'aide, parce qu'Antoine s'amuse à passer son temps à trouver des liens entre Louis Jouvet et Britney Spears. C'est un appel à l'aide, s'il vous plaît, aidez Antoine. Voilà, ils vont faire une intervention, envoyer des sous. Bon, voilà, je pense que on peut s'arrêter là-dessus. Louis Jouvet, Britney Spears, même combat. On les embrasse, c'est deux idoles. Et merci Stéphane pour ce premier épisode d'Entourloupe dans l'Azimut. Merci à toi. Un débrief à chaud. Non, mais écoute, je pense que les actes suffisent. Tout ce qu'on peut dire, je pense qu'on sera de retour. Oui. Et cette fois-ci, dorénavant, à chaque émission, nous aurons un invité. Exactement. Qui sera, je pense, une sorte de forme d'idole. Tout à fait. Local. En un circuit plus court, plus fermé, plus éco-responsable. Tout à fait. Voilà. Mais nous serons normalement, on croise les doigts, on touche du bois, 3 pour le prochain épisode. Merci infiniment Stéphane, merci à vous Merci tous. À toi Antoine. C'était un plaisir et à très vite pour le prochain épisode d'Entourloupe dans l'Azimut. À très vite.